Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle conférence virtuelle de Profession Voyage intitulée Retour au soleil cet hiver. Je suis Gwendoline Duval, directrice et rédactrice en chef de Profession Voyage et aujourd'hui je serai votre hôte pour accueillir un beau panel d'invités, un panel d'experts pour parler des dernières tendances, des derniers chiffres de cette reprise. Évidemment, restez avec nous jusqu'à la fin puisque l'un d'entre vous pourra gagner une carte cadeau d'une valeur de 250 $, une carte Visa. Évidemment, cette vidéo, cette conférence sera disponible en replay dès demain sur Profession Voyage et visible dès maintenant sur notre page Facebook en direct. Alors, cette forte reprise, elle était anticipée, mais elle se concrétise enfin. Les voyagistes, les compagnies aériennes ont remis leur offre pour l'hiver, pour le printemps et même parfois pour l'été. Avec une forte demande de la part des voyageurs canadiens, une offre qui est remise en place, évidemment, les professionnels du voyage et les destinations ont le sourire. Mais évidemment, ceci vient avec son lot de défis. Alors, selon les derniers chiffres de la reprise, environ 700 millions de touristes ont voyagé à l'international entre janvier et septembre, soit plus du double du nombre enregistré pour la même période en 2021. Donc, comme on peut le voir, il y a bien une reprise. Mais cela équivaut seulement au chiffre de 63% par rapport à 2019. On espère atteindre 65% d'ici la fin de l'année. Alors donc, comme je disais, comme vous pouvez le voir, cette reprise, c'est un début, mais on n'est pas encore au niveau de 2019. Mais on va prendre des nouvelles du côté de nos invités. Et je sais que cette reprise, elle s'accompagne évidemment d'un changement de la façon de voyager. Donc, nous parlerons évidemment de voyage durable dans une première partie avec Mélanie Paulus d'Atout France, Déborah Coffre de la Guadeloupe, et nous parlerons aussi de la Martinique, une destination écotouristique avec Marine Maisonnave. Puis, nous irons faire le point sur les tendances au niveau de l'aérien avec le directeur commercial d'Air Transat. Puis nous parlerons un petit peu des voyages dans le sud. Est-ce que finalement voyager dans le sud après la pandémie, est-ce que ça serait pas mieux qu'avant en termes de standards? Pour répondre à cette question, nous aurons avec nous Lynne Chaillet, directrice de Sunwing pour le Québec. Pardon. Et puis, nous continuerons avec un panel d'invités pour parler du tourisme de luxe et de rêve. Est-ce que finalement, 2023, après tant de frustration, est-ce que ça ne serait pas l'année de l'accomplissement de ces voyages de rêve, puis l'année où on se gâte et on fait du luxe? Alors voilà, vous connaissez le programme. Maintenant, place à notre première entrevue. Pour cette première entrevue, j'ai la chance d'accueillir avec moi une personne qui est assez innovante parce que c'est la première personne à avoir organisé un événement pour une destination dédiée au voyage durable, donc à Montréal pour les professionnels. Je parle bien sûr de Mélanie Paulus, directrice d'Atout France Canada. Bonjour Gwendoline, ravie d'être à cette conférence virtuelle Oui, alors c'est et vrai que tu as été prête assez à être informative. audacieuse en organisant un événement dédié au voyage durable et donc du coup, tu m'as inspirée avec cette thématique. Je voudrais qu'on rentre tout de suite dans le sujet, dans le vif du sujet. En quelques mots, c'est quoi un voyage durable et responsable? Un voyage durable et responsable, c'est un voyage qui est réfléchi dans un premier temps. Donc, il y a une réflexion qui vient soit de l'agent de voyage qui conseille le client, mais à la limite, c'est aussi un voyage qui a été réfléchi par le client et même par la structure d'accueil. Donc, on parle d'une destination donc, qui a une qualité au niveau de l'offre qui est démontrée, mais aussi une destination qui est engagée déjà dans une démarche de transition durable. Moi, c'est ce que je considère un voyage durable, c'est essayer de choisir sa destination en fonction de qui est déjà fait pour améliorer euh, la manière dont on utilise nos ressources, la manière de consommer. Et donc, le client réfléchit, l'agent de voyage réfléchit, la destination réfléchit et s'engage. Je pense que cette réflexion, elle est aussi celle de est-ce que c'est le bon moment de l'année pour voyager? Est-ce que c'est le meilleur moment pour consommer de manière raisonnable? Et si jamais un client souhaite faire un voyage complètement fou, un peu dans l'excès, qu'il réfléchisse à la manière de compenser aussi son empreinte carbone. Donc, c'est un peu moi ce que je pense. Je pense que c'est la réflexion. Donc, certains vont dire, ah, ça enlève un peu de spontanéité. Moi, je crois pas. Je pense que c'est plus le moment de dire qu'on voyage de manière candide. On voit bien les effets du réchauffement climatique. Et en fait, on y est exposé tous les jours
dans notre quotidien et à la télé, dans les médias, etc. Donc aujourd'hui, soyons quand même assez pragmatiques et réalistes. Il faut avoir réfléchi un petit peu avant de décider de voyager et puis surtout d'essayer de se renseigner, de s'informer sur ce qui est déjà fait dans la destination où on compte voyager. Effectivement, on est une industrie qui est très concernée par le réchauffement climatique, par tous les effets du développement durable, tout ça. Et est-ce que c'est trop tard, Mélanie? Non? Certainement pas. Surtout que je pense que le consommateur, puisque c'est un peu de ça dont on parle aujourd'hui, il ne sait même pas déjà tout ce qui est fait, qui est mis en place. Il y a plein de choses qui existent depuis déjà plusieurs années qui avaient un impact sur la consommation, par exemple des ressources comme l'eau. On le savait, il y avait quand même moins de lessive en Europe pour les serviettes de bain, etc. Tout ça, ça a intégré. Maintenant, on bannit les plastiques complètement. Enfin, on rénove les bâtiments pour les rendre beaucoup plus énergétiques. On avise aussi les clients de ne pas surconsommer, de ne pas laisser les fenêtres ouvertes euh, à certains moments de l'année où ça serait évidemment une perte d'énergie. Donc, franchement, par exemple, aller s'approvisionner localement, trouver le menu du restaurant, de l'hôtel qui soit composé en majorité de produits qui viennent de circuits courts. Tout Alors, ça, c'est justement, déjà fait. Mm. je vois qu'il y a beaucoup de critères, beaucoup de possibilités. En tout cas pour la France. Et à quels critères durables les voyageurs sont-ils le plus sensibles quand vient le moment de réserver ou de consommer son voyage? J'entends par là, est-ce que finalement ça va avoir plus d'impact qu'un opérateur touristique dise ben, je plante un arbre dès que tu fais une réservation avec moi? Ou est-ce qu'aujourd'hui ça a plus d'impact quand, je ne sais pas, l'hébergement va dire nous on est électricité solaire seulement, tout ça. Qu'est-ce qui marche le mieux sur les réservations de voyage? J'ai pas les statistiques très précises. Donc là-dessus, je vais extrapoler un peu. Mais d'après les enquêtes qu'on avait menées pendant la pandémie, je dirais en 2020, il y a eu une grande consultation. Les clients étaient très réactifs, enfin, réagissaient très fort au plastique. Ça, c'était quelque chose de très visible. Donc, si au petit déjeuner, le matin, il y a des éléments en plastique ou des plats pour emporter ou des choses comme ça, je pense que les gens, ça les choque. Ça, c'est quelque chose qui est très, euh, qui est vu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut essayer d'éviter les bouteilles d'eau dans les chambres, des bouteilles qui seront jetées immédiatement dans les conférences. Donc ça, je pense que c'est quand même assez évident. Je sais qu'il y a bien entendu des programmes où on va planter un arbre, planter un corail, etc. Mais c'est quand même pour un client qui se renseigne beaucoup, qui pourrait demander à savoir exactement comment le programme est appliqué et si ça représente vraiment la consommation du client pendant son séjour. Donc, je pense que, enfin, ce qui est visible dans le séjour de la personne, c'est plus efficace. Je pense aussi que ce qu'on avait eu comme remontée, c'est que les clients étaient très préoccupés par la mobilité une fois qu'ils sont en France. Donc, toujours intéressés à savoir est-ce que je peux visiter tel endroit sans voiture, est-ce que je peux aller de tel endroit à un autre sans voiture. Donc, je pense que ça, c'est les critères les plus importants en mobilité, plastique, gestion des déchets. Je pense que ça, c'est quelque chose parce je pense qu'on est confronté aussi dans notre quotidien à ces enjeux-là et on essaie de s'organiser dans notre vie pour faire le compost, pour essayer de trouver des solutions pour se déplacer, etc. Donc, c'est les deux enjeux les plus concrets. Mais évidemment, il y a une foule de gestes qui peuvent être mis en place, dont ces programmes très innovants, la compensation carbone, bien sûr, qui est payante et qui est gérée par des structures tiers Donc, qui ont des programmes variés. aujourd'hui, si je résume, on dirait que le voyageur va finalement au plus simple pour lui, ce qu'il connaît, ce qui le rejoint. On en est là Il aujourd'hui et voit on va vers une éducation pour aller plus loin. Ce serait ça? tout à fait. La France, depuis déjà avril dernier, donc a son nouveau classement des hébergements. Donc ça, c'est géré par Atout France à Paris, c'est centralisé, mais il y a des nouveaux critères durables. Donc maintenant, pour que les hébergements puissent conserver leurs étoiles, ils doivent démontrer qu'ils respectent plusieurs critères de durabilité, donc qui incluent la gestion des ressources, de l'eau, de l'énergie, des déchets, évidemment les possibilités de rénover ou d'avoir des nouveaux systèmes énergétiques aussi qui soient plus euh, qui utilisent l'intelligence artificielle ou qui soient bien programmés pour être le plus éco-énergétique possible. Donc, en fait, ces solutions, progressivement, elles seront la norme. Donc, quand vous allez choisir un hébergement classé en France, vous pourrez déjà être assuré qu'il respecte ou s'est engagé dans une transition
énergétique. Donc, c'est la preuve qu'on n'aura même pas besoin de voir tout ce qui a été fait. On aura la preuve par ce classement qu'on a choisi un hébergement qui correspond au mieux, en tout cas, à ce qu'on doit faire. Désolée En pour le tant petit que, bruit. En tant que Désolée. destination, est-ce que tu sens cette pression ou cette compétition? Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les destinations veulent devenir durables pour attirer les nouveaux clients, les clients plus éco-responsables, la jeune génération qui est plus concernée? Est-ce que vous le sentez, ça, cette compétition? Alors, ce qu'on sent surtout, c'est que les hébergements, les destinations, elles ont compris que si elles sont des destinations d'accueil, elles doivent, elles, mettre en place la majorité des efforts. Le consommateur, lui, il va acheter un produit qui lui-même est construit autour d'une offre durable. Ça peut pas être l'inverse. On peut pas demander tous les efforts aux consommateurs, puis ensuite aller dans des lieux qui, eux, n'ont pas d'efforts à faire. Donc, clairement, ce qui se passe en ce moment, c'est plutôt un, un engouement merveilleux et vraiment positif de la part de toutes les destinations et hébergements pour être en pleine transformation tout de suite maintenant pour pouvoir ensuite recommencer à vendre de manière plus sereine. Parce que c'est vrai que là, on a un petit malaise où on se dit, est-ce que les innovations technologiques, pardon, vont assez vite pour justement freiner le réchauffement climatique? Est-ce qu'on sera privé de voyage? Donc, c'est l'inquiétude de l'industrie, mais l'inquiétude du consommateur et de toute personne qui a déjà goûté au voyage. C'est une liberté extraordinaire et une façon d'apprendre à connaître d'autres nationalités, d'autres modes de vie. Donc, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut aller de l'avant, trouver des solutions. Donc, c'est ce qu'on fait. Et en France, l'engouement, il est vraiment extraordinaire. Il y a des solutions chaque jour qui sont créées. Là, je voyais à nouveau une petite solution technologique pour les hébergements. Donc, ils peuvent très, très vite vérifier leur process interne, vérifier qu'est-ce qui est durable dans leur gestion de leur hébergement, qu'est-ce qui l'est moins, comment ils peuvent tout de suite mettre en place des solutions. Donc, et je suis certaine que tous les hébergements sont tentés de faire ces formations au plus vite parce que tout le monde veut maîtriser cette transition et être en mesure de donner l'assurance aux clients que des choses sont faites. Donc ça, c'est une urgence plutôt. Et est-ce que ça va plaire plus aux jeunes clientèles? Non, je pense que c'est toute clientèle confondue. Tout le monde sera ravi de savoir qu'il y a eu des choses qui ont été faites, qui sont mises en place, qui sont quotidiennes et surtout qui vont devenir des habitudes. Et forcément, dans quelques années, on sera tous ravis de voir qu'on ne dépense plus pour rien notre énergie à un niveau Ça sera respecté. une norme. Ça sera certainement une norme. D'ailleurs, de toute façon, on verra des exemples hein, avec la Guadeloupe, les îles de Guadeloupe et la Martinique qui nous rejoindront après cette entrevue pour nous parler plus spécifiquement de ce que ces destinations font. Mélanie, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais te poser deux questions. Est-ce que la pandémie, selon toi, a accéléré la demande et le développement d'une offre durable? Donc, est-ce que finalement, il y a eu du bon? Alors, je pense que la pandémie, elle a contribué surtout à rediriger les clientèles vers des destinations moins fréquentées. Ça a modifié un peu la saisonnalité des destinations. Puis ça a surtout permis le travail nomade, le travail à distance. Et ça, c'est quand même une possibilité pour plusieurs d'entre nous de voyager, donc hors des pics de fréquentation. Donc, je pense que c'est ce que la pandémie a apporté. Après, comme je l'ai dit précédemment, je pense que c'est pas tant la pandémie, mais bien le fait qu'on constate les effets du réchauffement climatique maintenant dans plusieurs pays du monde et dans notre quotidien, c'est ça, c'est ce qui rythme notre besoin de se tourner vers des propositions durables. Et je pense aussi que le rythme de diffusion des innovations technologiques, c'est aussi beaucoup accéléré. Je crois pas que ça ait un lien avec la pandémie. Donc, je pense vraiment que c'est deux sujets bien, bien distincts. Je pense que le fait que les compagnies, les transporteurs, les ingénieurs, tout le monde nous bombarde de possibilités d'innovation technologique et de projets qui risquent d'aboutir hein, positivement, où là, ces deux facteurs combinés font que c'est maintenant où on veut tous embarquer dans ce mouvement de durabilité. Donc, moi, c'est ce que je crois. Je pense que la pandémie, elle nous a surtout rappelé l'importance de voyager et ce que ça avait comme signification dans nos vies. Et ça nous met au pied du mur de savoir comment faire pour pouvoir encore profiter de cette
de cette magnifique expérience qu'est le voyage et en même temps, comment faire pour se prendre en main et ne pas se retrouver justement au bord du gouffre. Voilà. C'est bien résumé, merci beaucoup. Puis peut-être pour tous les agents de voyage qui nous regardent, est-ce que tu aurais un conseil pour eux? Parce que c'est pas facile, un client qui arrive dans une agence et puis qui veut un voyage, comment l'agent de voyage, lui, doit se positionner pour essayer de l'éduquer à un voyage durable? Est-ce que tu aurais un petit conseil? Je pense que l'agent de voyage peut sans souci lui-même s'abonner à nos infolettres, à tous les sites qui peuvent leur permettre d'avoir un peu d'informations. Évidemment, leur temps est pas infini, donc il faut qu'ils choisissent les meilleures sources possibles. Nous, à Tout France, on compte bien d'ici la deuxième semestre 2023, lancer un programme spécialiste avec un module spécial sur les éco-gestes, donc ce qu'on peut justement proposer aux clients pour voyager de manière durable et responsable. Donc ça devrait paraître sous peu, ce sera très concret. Mais en attendant, il y a quand même pas mal de sites qui fournissent des informations sur, par exemple, est-ce que c'est bien nécessaire de voyager avec un bagage aussi volumineux? Compenser le carbone, ça coûte pas si cher. Enfin, voir les possibilités de voyager hors saison, de voyager peut-être plus longtemps, de combiner quelques destinations plutôt que de faire plusieurs allers-retours. Enfin, il y a déjà des solutions qui existent. Voyager sans jeter beaucoup à destination, donc en amenant sa bouteille, en amenant peut-être ses serviettes, en faisant des choses qui permettraient quand même d'alléger la consommation des ressources. Je pense que ça, c'est facile à trouver. Et voyager autrement qu'en voiture à essence peut être une option, trouver des voitures électriques, euh, participer à des excursions groupées de temps à autre plutôt que de louer une voiture individuelle. Enfin, je pense qu'il y a des tonnes de solutions pour les conseillers en voyage. Ils ne devraient pas du tout se sentir mal dotés à ce niveau-là. Puis après, ben, pour les classements hôteliers, ben, je peux retourner à nouveau les informations sur tous les critères qui existent dans le nouveau classement. Comme ça, ils peuvent déjà être force de proposition en recommandant des hébergements qui sont classés. Et Super. Ben, puis, je vois que c'est voilà. vraiment vaste et c'est une super nouvelle que tu nous apportes avec le fait qu'il y aura carrément un module de formation plus orienté voyage durable. Je pense que vous êtes la première destination à le faire, en tout cas sur le marché québécois. Et ben, je vous félicite pour ça. Et c'est pas parce que je suis française, hein, mais je trouve que la France, là, sur ce coup-là, c'est pas mal, hein. Nous, on ne lâche rien en ce moment, on continue d'avancer vraiment. Puis en plus, ben, je le rappelle, hein, ça peut peut-être avoir l'air anodin, mais ça fait déjà des années qu'on a fait la transition vers le sans-papier pour les billets d'avion, pour les documents de réservation. Ben, ça continue, hein. Il faut aussi se dire, les agences de voyage ont déjà fait de grands changements dans leur manière de travailler. On se souvient qu'ils faisaient des dossiers papier incroyables il n'y a pas si longtemps. Donc, consomme beaucoup de brochures papier. Donc, ça, un petit bémol aussi, nous, on essaie de faire attention, d'en commander beaucoup moins, de référer les gens vers les sites web, systématiquement vers les réseaux sociaux aussi pour qu'ils puissent éviter d'imprimer. Voilà. Donc, c'est collectif, tout le monde met du sien. Mais en tout cas, je suis, moi, très confiante qu'en France, on peut vraiment voyager de manière durable et continuer d'en profiter en dégustant des très bons produits locaux et en aidant l'économie locale partout où on se trouve en France ou dans les Outre-mer. C'est formidable. Et d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, je suis derrière moi, mais c'est l'Auvergne. C'est une région de France qui est particulièrement active sur le voyage durable parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais il y a une multitude de volcans en France. Donc, c'est l'une des choses que vous pouvez voir. Évidemment, il y en a des nombreuses. Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir été avec nous. On va maintenant rejoindre Déborah Coffre, responsable marketing pour les îles de la Guadeloupe. Merci Mélanie. Bonne journée et à bientôt. Merci, Gwendoline. Alors, nous sommes de retour pour parler toujours voyage durable et j'ai la chance avec moi d'accueillir Déborah Coffre, chargée de marketing pour le Canada, pour les îles de Guadeloupe. Bonjour Déborah. Bonjour Gwendoline, merci de m'avoir aujourd'hui avec toi. Avec plaisir. Alors, tu es la spécialiste d'une des destinations qui est considérée comme réellement écotouristique dans les Caraïbes. Alors, déjà, selon toi, pourquoi la destination est perçue comme ça? Est-ce que vous êtes vraiment une destination écotouristique? Je pense que la destination a toujours été perçue comme ça parce qu'on a toujours voulu faire très attention de base à la nature.
c'était vraiment important pour nous de préserver que ce soit la nature, l'environnement, mais aussi la culture, parce que ça fait aussi partie du tourisme durable dans son ensemble, le côté social, le côté environnemental. Il y a tellement d'activités qu'on peut réaliser dans les îles de Guadeloupe, on va le voir au cours de la discussion sûrement, mais on peut faire des randonnées, aller visiter le parc national, voir la magnifique soufrière que vous voyez en arrière de moi, de la plongée en apnée, de la découverte de la mangrove, donc découverte de la faune et la flore qui nous entourent, c'est toujours très important. Donc voilà pour la destination Guadeloupe en mode écotourisme. Effectivement, quand j'ai fait des petites recherches sur Internet, alors je sais que les agents de voyage aussi ont une multitude d'informations évidemment à offrir aux clients, mais j'ai été surprise de tomber sur carrément une association d'écotourisme. Donc on voit que c'est vraiment très ancré dans la destination. D'ailleurs, derrière moi, Déborah, est-ce que tu reconnais? Il me semble que ça ressemble à la cascade aux écrevisses en Basse-Terre, dans le parc national aussi. Nous sommes au même endroit, Gwendoline. Ah, c'est vrai, ah, bah, formidable. Alors voilà, j'ai vu qu'il y avait une multitude de sites. Justement, est-ce que à ce stade de la pandémie, tu observes qu'il y a plus d'intérêt pour les sites écotouristiques et puis la destination Guadeloupe? Ben, oui, je pense tout à fait. En fait, la crise sanitaire a révélé déjà de base à quel point notre système est fragile. J'ai vu qu'il y a plus de 58% des consommateurs qui se soucient davantage de l'environnement, davantage au développement durable maintenant qu'avant la pandémie. On se souvient encore de l'arrêt total des activités avec la baisse de l'utilisation des transports. L'eau était cristalline à Venise, le ciel était bleu. Donc, on a une baisse. Toute cette baisse des activités humaines ont amené vers une réduction du taux de CO2 de 8% en 2020. Donc, on voit que c'est resté quand même ancré pour les voyageurs. Malheureusement, c'est sûr, on ne peut pas toujours rester confiné à vie, donc on reprend les activités tranquillement, mais maintenant de manière un peu plus responsable, un peu plus consciencieuse. Est-ce que tu as quelques chiffres pour nous montrer un petit peu bah, justement cette croissance de l'intérêt des voyageurs pour votre destination et puis aussi bah, pour l'écotourisme sur place? Gwendoline, il faut savoir que nous, dans les îles de Guadeloupe, on a toujours eu une belle tendance vers les hébergements alternatifs déjà au resort. Donc vraiment, les voyageurs qui viennent dans nos îles réservent vraiment plus de 50% dans les hébergements alternatifs, c'est-à-dire les gîtes, les Les guest cabanes. house, les villas, exact, les cabanes dans les bois, les écologes. Donc on a vraiment eu une plus grosse tendance vers ça. Et c'est vrai que la pandémie a accentué encore plus cette tendance. On voit que les gens veulent de plus en plus être un peu plus isolés des grandes foules. Ils préfèrent manger dans un petit restaurant local au bord de l'eau plutôt que manger dans une grande salle de restaurant avec plus de 1000 personnes. Ils veulent vraiment avoir conservé leur petite bulle. Donc ça, tu vois de la part des Québécois, sur le marché québécois, est-ce que tu observes cette tendance également? Oui, vraiment. Et puis, on a même des Québécois qui vont sur l'île de Marie-Galante beaucoup pour aller faire du vélo parce que c'est une île qui est plate, qui est ronde. Il n'y a pas beaucoup de circulation, pas beaucoup de voitures. Et c'est vraiment la Guadeloupe authentique Marie-Galante. Donc, on voit cette tendance déjà de partir dans une île, déjà dans les îles de Guadeloupe, et puis aller découvrir Marie-Galante et à vélo. Donc, qu'est-ce qui est mieux pour l'environnement que de découvrir une île à vélo? Donc, on voit cette tendance-là vraiment. Ok. Alors justement, en parlant de tendance et de perception, on a l'image que des voyages durables, des vacances plus authentiques, plus responsables, mais vont forcément être plus dispendieuses. Et ça peut poser un problème, notamment pour les familles, par exemple, qui se déplacent en grand nombre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que finalement, ça coûte pas beaucoup plus cher de voyager en Guadeloupe de façon responsable? Moi, je pense que ce n'est pas forcément vrai pour notre destination à nous, dans le sens où, pour moi, le voyage durable, c'est aussi le slow travel, donc prendre le temps, découvrir ce que la nature nous offre. Aller faire une randonnée en forêt pour découvrir le parc national de Basse-Terre, c'est gratuit. Notre beau parc national est gratuit. Donc, c'est une très belle façon de découvrir la faune et la flore de Basse-Terre, de la Guadeloupe, gratuitement. Et puis, dans les îles de Guadeloupe, on a vraiment la chance d'avoir une belle accessibilité à l'ensemble du territoire, à l'ensemble de la nature. Donc, pour les familles, c'est vraiment parfait parce que
Le stationnement est gratuit quand on va à la plage. L'entrée à la plage n'est pas payante. Donc, ça offre vraiment de belles perspectives. On peut aller voir autant du sable noir que du sable brun, du sable blanc. Donc, on a une belle diversité à aller découvrir et pour pas cher. Donc, on a aussi les activités de kayak ou encore du paddle, de la plongée en apnée. Ce sont toutes des activités à faible coût pour le porte-monnaie, mais aussi à faible coût énergétique pour l'environnement. On peut aussi aller à la rencontre des locaux dans les marchés aux épices, par exemple, pour aller découvrir aussi c'est quoi la richesse vraiment des îles de Guadeloupe avec ses habitants. Alors, j'ai d'autres questions pour toi, plus sur le développement de la destination, puisque ça va être dans le futur. Mais avant d'aller sur ce créneau-là, est-ce que tu pourrais me parler justement des quelques activités top, on va dire, pour l'écotourisme? En fait, on a beaucoup aussi d'éco-lodges qui reversent une partie, notamment le jardin des colibris, qui pour une réservation, c'est un corail planté. Donc, on voit vraiment que de plus en plus, les socioprofessionnels sur place jouent le jeu également de la préservation de l'environnement. Et puis, par exemple, on a aussi la découverte de la mangrove à Marie-Galante. On peut aussi aller planter des arbres de la mangrove. Donc, on peut participer aussi à la préservation de l'île dans ce sens-là. Donc, c'est sûr que ça peut être une belle activité aussi à faire en famille. Et puis, on a aussi la découverte des autres îles de Guadeloupe, par exemple, comme aux Saintes. Il faut savoir qu'aux Saintes, il n'y a pas de voiture, Gwendoline. Donc, c'est soit on loue une petite voiture électrique ou encore on le fait à vélo, on peut aussi marcher. Donc, ça peut être une belle activité de découvrir une île à pied, ensemble, en famille ou entre amis, pourquoi pas. Donc, on a tellement de belles, on a la plongée en apnée dans les Hauts-Saintes avec de magnifiques fonds marins, finalement, facilement accessibles. On peut aussi aller découvrir les tortues marines à Marie-Galante, donc voir un peu comment ça se passe. Parce que Marie-Galante, c'est un endroit où les tortues marines vont pondre leurs œufs à chaque année, il y a une période. Et une association sur place, l'association des tortues marines, va vraiment vous montrer comment elles font, c'est quoi le procédé et puis comment on peut préserver les tortues, de faire attention. On a des petits panneaux un peu partout, attention, traversée de tortues marines sur la route. Donc ça, c'est drôle. Quand tu iras en Guadeloupe, Gwendoline, tu vas aller voir ça à Marie-Galante. Parfait. Merci de nous avoir donné une petite idée de ce qui peut se faire comme activité. J'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres, hein. Il y a de la randonnée, il y a autre chose. Alors, sur un autre volet plus stratégique, vous vous positionnez comme une destination écotouristique et pourtant, comme de nombreuses destinations, vous voulez développer votre tourisme, votre activité touristique, avoir plus de touristes sur place. Est-ce que vraiment ça, c'est responsable? Nos objectifs, ça ne serait pas vraiment d'avoir plus de touristes, mais ça serait d'avoir une meilleure répartition des flux sur l'ensemble du territoire, ce qui permettrait vraiment de désengorger les lieux qui sont un peu plus populaires et faire vivre vraiment l'ensemble du territoire. Donc, on a la chance d'être un archipel, donc on est 5 îles différentes. Donc, au lieu de rassembler tout le monde au même endroit, de faire vivre les mêmes villes, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment d'éclater et de répartir les voyageurs un peu partout, parce qu'il faut savoir aussi que le tourisme, c'est un des principaux revenus de l'île, donc c'est très, très important de pouvoir faire vivre l'ensemble des habitants sur place. Et donc, c'est aussi d'offrir la possibilité, non, c'est d'aller chercher aussi des voyageurs avec un fort potentiel d'achat plutôt que d'aller chercher une quantité. Donc, on veut vraiment qu'ils puissent dépenser dans les activités, aller au restaurant ou encore faire des petits achats au marché aux épices. Donc, pour vous, c'est cette façon-là, c'est avec cette stratégie-là que vous allez réussir à combiner croissance du tourisme sans détériorer la situation locale. Et je sais que vous avez quand même augmenté votre activité de croisière. Exact. C'est une activité assez controversée, justement, dans le voyage durable. Comment vous intégrez cette nouvelle activité dans votre projet de destination durable? C'est vrai que la croisière, on sait que c'est toujours un sujet un peu touchy, mais on essaye vraiment de mettre en place des actions de sensibilisation. Par exemple,
là, le port de Guadeloupe va mettre des efforts et des actions en place avec une action de sensibilisation sur le parc national. Donc, c'est de sensibiliser les passagers qui arrivent déjà de base sur le parc national. Qu'est-ce qu'il y a dans le parc national? Et puis, parce qu'il faut savoir que le parc national, c'est le premier parc qui a été créé en Outre-mer depuis 1989. Donc, on va essayer vraiment de valoriser, de valoriser en fait notre environnement pour pouvoir le préserver auprès de tous ces touristes qui vont arriver. Et puis, on a aussi une formation qui est donnée à l'ensemble de l'équipage sur les types d'espèces marines qu'ils vont retrouver. Donc, un peu pour les sensibiliser, encore une fois, sur la faune et la flore qui nous entourent. Ok. Et alors, est-ce que c'est possible en 2023, par exemple, de réserver des vacances grâce à un agent de voyage et d'avoir un coût carbone à zéro en Guadeloupe? Est-ce qu'on peut compenser son voyage? Ben, pour moi, c'est tout à fait possible parce que maintenant, il y a beaucoup de compagnies en fait, de location de voitures qui offrent la possibilité de louer un véhicule électrique. Donc ça, c'est une merveilleuse possibilité, mais vous avez aussi la possibilité de louer un vélo électrique pour quelques jours pour découvrir les îles de Guadeloupe. Ensuite, on séjourne dans un de nos écolodges, par exemple le Konokora ou encore le jardin des colibris dont je vous parlais tout à l'heure, qui, pour une réservation, a un corail planté. Ensuite, on peut aller faire l'épicerie au comptoir du local qui est situé au Moule en Grande Terre. On se procure un petit panier de produits locaux parce que c'est ça aussi le tourisme durable, c'est de pouvoir consommer des produits locaux qui n'ont pas voyagé pour arriver dans notre assiette. On peut aussi luncher si on n'a pas envie de cuisiner chez Widi Grégo à Sainte-Anne en Grande Terre. C'est un tout nouveau restaurant pour découvrir une cuisine qui est locale et végane à partir de produits de manioc de chez nous. Okay. Ensuite, on a plein d'activités, Gwendoline, qu'on peut faire. On peut partir à la découverte de la mangrove. Selon on toi, part à l'assaut. Alors, je crois qu'il y a une multitude d'activités, hein, mais on ne pourra pas toutes les énoncer aujourd'hui. Mais donc, selon toi, c'est possible aujourd'hui d'avoir un véritable voyage écotouristique agréable, pas forcément cher, tout en compensant son empreinte carbone. Exact. Pour moi, c'est vraiment possible dans les îles de Guadeloupe si on fait les bons choix. Et puis maintenant, les compagnies aériennes font de plus en plus d'efforts aussi pour aller vers cette tendance-là. Par exemple, Air France qui retire les ustensiles en plastique pour ceux en bois. Donc, on y croit. On voit que les professionnels y croient. Et puis, on fera tout pour préserver notre environnement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Déborah. Et on continue. Restez avec nous. On a un nouvel invité. Alors, je suis toujours dans les Caraïbes avec une des destinations préférées des Québécois qui a de nombreuses liaisons aériennes pour tout l'hiver. J'accueille avec moi Marine Maisonnave, coordonnatrice communication et relations publiques pour le Comité martiniquais du tourisme. Bonjour Marine. Bonjour Gwendoline. Ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Super, merci. Alors, tu viens de rejoindre l'équipe il y a quelques semaines, mais c'est une destination évidemment que tu connais bien. Oui. Et tu vas nous dire en 4 questions. Tu vas nous parler de la Martinique, nous faire un peu rêver, puis nous dire en quoi ça devrait être une destination pour l'hiver. Alors, j'ai 4 questions pour toi. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Alors, on connaît la Martinique à Montréal, notamment pour son festival gastronomique. On sait que cette année, ça a été la 15e édition du festival Martinique Gourmande, qui donc met à l'honneur la cuisine gastronomique, la cuisine martiniquaise dans plusieurs restaurants du Québec. Qu'est-ce que ça représente au final, la gastronomie pour vous? Alors déjà, c'est vrai que la 15e édition du Festival Martinique Gourmande déjà a été un énorme succès pour sa reprise, surtout dans sa formule revisitée. Il faut savoir que la gastronomie, c'est un des atouts majeurs de la destination Martinique. C'est vraiment une gastronomie qui rassemble. La gastronomie martiniquaise aussi, elle raconte notre histoire à travers, si je prends par exemple les épices, on a énormément d'épices qui sont originaires d'Inde, on a beaucoup de produits de la mer, on a un apport français aussi, on a un apport africain. Donc c'est vraiment une cuisine colorée, métissée et surtout généreuse et fraîche. Alors, on peut faire du coup des voyages gastronomiques en Martinique. Est-ce que c'est un thème qui revient souvent? Oui, alors c'est un thème qui revient souvent. On a des circuits gourmands aussi que l'on peut retrouver sur notre site internet de la Martinique. Donc que vous soyez au sud ou au nord de l'île ou même au centre, vous avez différentes tables. Concrètement, on mange bien partout en Martinique, du petit snack au restaurant plus gastronomique à proprement parler.
Mais les circuits gastronomiques et gourmands, c'est tout à fait faisable. Et c'est encouragé aussi. Et juste pour vous donner un petit aperçu, on a le Festival Martinique Gourmande qui revient courant septembre 2023 pour avoir une petite idée de la cuisine martiniquaise à Montréal. C'est un rendez-vous. Oui. Ouais. Alors, c'est ça, on parle beaucoup dans les Caraïbes des plages, de l'eau turquoise. Et je sais que la Martinique, c'est plus que ça. C'est aussi la nature. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi, justement, cette île se différencie des autres îles des Caraïbes? Donc, c'est vrai que nous avons déjà de très jolies plages, donc des plages de sable blond, de sable blanc au sud, voilà, comme Je ne sais pas si tu derrière. as remarqué que derrière moi, c'est la Martinique, hein. Si, si, j'ai remarqué ça. Et nous avons aussi donc des plages de sable noir scintillant volcanique parce que nous avons la montagne Pelée qui est toute proche, donc dans le secteur nord de la Martinique. Et on a vraiment deux zones bien distinctes, donc le nord et le sud. Le nord, ça va être beaucoup plus de relief, ça va être beaucoup plus de forêts denses, tropicales, humides. Mhm. On peut y faire aussi de très belles randonnées. Au sud, on va avoir un relief un peu plus doux, une végétation qui est beaucoup plus sèche aussi avec des plages. Bon, on va retrouver nos plages de sable blanc. On peut y faire aussi beaucoup de randonnées, mais dans un paysage très varié. Ce qu'on a la chance de pouvoir faire en Martinique, en plus des randonnées terrestres, on va dire, c'est des randonnées en kayak, donc en mer, en mangrove aussi, les mangroves qui sont des espaces protégés. On a la possibilité de faire du canyoning. On a beaucoup d'événements sportifs en pleine nature. Je vais vous en citer trois qui sont parmi les plus importants, parmi tous ceux qui se déroulent sur l'année. Vous avez le Raid des Alizés qui vient juste de se terminer, justement. Vous avez la Trans-Martinique, donc là, qui est vraiment une course à pied qui traverse toute la Martinique du nord au sud. Et vous avez la Ronde des Caps, pour ne citer que. Euh, Et comment on donc, fait pour participer à ça, par exemple? Est-ce que c'est réservé aux grands sportifs bien connus et dont c'est le métier, ou est-ce que monsieur et madame tout le monde peuvent venir faire le raid des Élysées? Alors, monsieur et madame, tout le monde peut venir faire, par exemple, le raid des Alizés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que monsieur ne sera pas admis au raid des Alizés puisque Que c'est une pour les course femmes. 100% féminine. Mais pour le reste, les amateurs comme les sportifs confirmés ou même professionnels peuvent y participer. Après, la plupart du temps, il y a des différents circuits justement adaptés aux niveaux différents. Ok. On a donc juste pour revenir aussi sur ce qu'on a à offrir, par sa nature et la mobilisation de la population aussi, parce que c'est important. La Martinique, depuis l'année dernière, est classée réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO. Donc c'est vraiment un élan. Bon, déjà, on a notre richesse naturelle, mais il y a aussi toute la population derrière qui œuvre à cela. Et en fait, Justement, les acteurs, Oui, excuse-moi de te couper, mais les acteurs touristiques locaux oui. s'engagent dans une démarche durable, c'est ça? Oui, alors ce terme de durabilité, de développement durable, c'est pas nouveau en Martinique. Aujourd'hui, on met des mots sur cette démarche-là, mais que nous, on a depuis quelques années, en fait. D'accord. Et où en est justement la Martinique sur le voyage durable? On en a parlé avant avec Mélanie Paulus et Déborah de la Guadeloupe. Vous vous situez comment par rapport à cette thématique? Alors, si je prends l'exemple, pour revenir aux plages, parce que c'est ce qu'on voit en premier, on a de nombreux projets immobiliers étrangers, par exemple, qui n'ont pas pu voir le jour parce que la priorité a été donnée à l'environnement. Je prends l'exemple des constructions hôtelières sur les plages. En Martinique, il n'y en a quasiment pas, en fait. Nos plages sont vraiment vierges de tout béton pour la plupart. Dans les constructions aussi, on a beaucoup de mesures incitatives pour avoir par exemple, des récupérations d'eau de pluie, d'installation de panneaux photovoltaïques, avec la possibilité de revendre le surplus d'énergie. Il y a des aides de la collectivité aussi pour aider justement à améliorer son habitat ou même les nouveaux bâtiments. Par exemple, dans l'optique aussi de réduire la consommation d'énergie ou la pollution lumineuse, notamment dans les villes, depuis le mois dernier, il y a une loi française qui est passée et qui oblige l'extinction de toutes les consignes lumineuses entre 1 heure et 6 heures du matin lorsque l'activité a cessé, en fait. On a aussi beaucoup de sensibilisation auprès de scolaires, auprès des étudiants notamment, lors de cours d'éducation civique. Et le développement durable aussi, ça passe par, si je prends l'exemple de l'alimentation. Récemment, on a un label qui s'appelle Cœur Martinique qui a été mis en place pour identifier plus facilement la production locale. Donc aujourd'hui, quand vous allez en Martinique, la majorité de notre... Déjà, bon, étant une petite île, on apporte énormément de nourriture, mais on tend à aller de plus en plus vers de l'autosuffisance
autant que possible. Et donc, tout ce que vous allez trouver sur les tables des hôteliers ou même des restaurateurs, vous allez avoir beaucoup de produits frais et surtout des produits locaux. Donc, c'est plein C'est pas incroyable. de Plein petites, de petits gestes, et donc on voilà, peut plein de faire des petits vacances gestes. plus respectueuses de l'environnement en Exactement. Martinique, c'est ça? Oui. Pas seulement pour les visiteurs, mais même les locaux, ils sont sensibles. Alors, en scoop, en primeur, je vous informe que nous aurons la chance de voir tout ça, parce que Profession Voyage est invité à un voyage de presse en Martinique dans quelques jours. Donc, on va aller voir un petit peu la situation sur place. Est-ce que tout ça, c'est vrai? On va aller découvrir tout ce dont tu nous as parlé. Et avant de nous quitter, moi, j'aimerais savoir, tu sais que j'aime faire la fête, Oui, et je sais que les Martiniquais aiment aussi faire la fête. Alors, je crois que c'est une île qui a de nombreux événements dans l'année. oui, Alors, c'est en ça. soi, c'est une île festive. Alors, déjà, les Martiniquais sont vraiment un peuple, c'est un peuple jovial, déjà. On sait travailler sérieusement, mais la fête aussi, c'est sérieux pour nous. On aime partager, on aime danser, chanter, jouer de la musique. Et là, justement, on est en période de fête de fin d'année, donc Noël et le réveillon du Nouvel An aussi. Et dans les hôtels, par exemple, les hôtels, les centres commerciaux, les entreprises, ou même dans les communes, on se rassemble pour célébrer les chantés Noël. Donc, on va chanter des chants traditionnels liés à Noël, mis à la sauce créole, à la sauce martiniquaise. Et ces moments-là sont ouverts et accessibles à tous. On n'a pas d'événements visiteurs et d'événements locaux. Tout le monde vient, on est tous mélangés. D'ailleurs, si vous êtes de passage aussi en Martinique le 30 décembre, on vous invite vraiment à aller voir les Boucans de la Baie à Fort-de-France pour un spectacle de son et lumière qui est vraiment magique. Et après, bien sûr, vous avez le réveillon du 31 décembre, où là encore, les hôtels, les restaurants et certaines communes aussi proposent des animations pour célébrer ce passage à la nouvelle année. Et une des fêtes qui est très populaire, bien sûr, c'est le carnaval. On a vraiment un carnaval typique parce que c'est un carnaval qui est participatif. Donc là encore, les visiteurs et le visiteur est encouragé à se mêler à la foule. Évidemment, déguisé, c'est mieux, mais même si vous ne vous déguisez pas, vous serez accepté quand même pour que l'on puisse danser ensemble, chanter, manger. Et en 2023, les dates du carnaval sont du 19 au 22 février. Donc oui, le visiteur peut participer à nos fêtes avec grand plaisir. Et d'ailleurs, c'est une très belle façon de découvrir la Martinique. Merci beaucoup, Marine, d'avoir été Merci, avec Deline. nous. On se retrouve bientôt en Martinique. Oui, avec Et plaisir. chers auditeurs, restez avec nous puisque nous allons accueillir de nouveaux invités. Bonjour Benjamin Pron, tu es directeur commercial chez Air Transat. Oui, bonjour Gwendoline. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Alors, tu es venu aujourd'hui pour nous parler des tendances de l'aérien, voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la demande, au niveau des nouveautés. Voilà, toi, tu es au cœur du sujet au quotidien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que déjà cet hiver, on parle d'un retour à la normale? Est-ce qu'il y a encore plus de demandes? On voit que les prix augmentent. J'ai besoin de toi pour m'éclairer sur tout ça.
Tout à fait. Oui, donc il y a beaucoup de questions aussi sur le sujet. Pour l'année prochaine, je dirais que on s'attend à avoir une demande similaire à celle de 2019. Donc, par conséquent, on a déployé une capacité qui est similaire à celle de 2019. On a vu donc ces derniers mois et notamment à la fin de l'été déjà des demandes et des réservations qui étaient au-delà des réservations de 2019. Donc, c'était une très bonne tendance et des bons signaux là déjà sur la fin de l'été. On a vu une petite baisse forcément là sur septembre-octobre, qui est due aussi au fait qu'on a baissé la capacité sur ces mois-là. Et en tout cas, les bonnes réservations déjà de la fin de l'été envisagent des bons taux de remplissage pour cet hiver. Est-ce qu'il y a des bonnes surprises? Est-ce qu'il y a des destinations peut-être sur lesquelles vous ne vous attendiez pas à avoir autant de demandes ou je ne sais pas, des aéroports en particulier? Tout à fait. Oui, donc je disais que l'hiver, pour l'instant, se portait plutôt bien, notamment sur l'Europe, donc l'Europe et le Sud. L'Europe, on a des bonnes surprises, notamment avec Marseille, qu'on a opéré jusqu'à janvier. Généralement, on opère uniquement sur la saison de l'été. Donc, on a des très bons remplissages sur Marseille. Paris, Londres, des vols quotidiens aussi qui fonctionnent très bien. On a ajouté aussi une route au départ de Montréal-Londres et pas seulement Toronto-Londres. Donc, c'est la nouveauté sur Londres. Malaga fonctionne aussi très, très bien en Espagne pour cet hiver. Et aussi nos routes du Portugal qui fonctionnent aussi très bien. Donc, des bons taux de remplissage, voire même des taux de remplissage qui sont même supérieurs à ceux de 2019 sur l'Europe. Ah ben, félicitations, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bravo à toute l'équipe. Puis, ça veut dire que du coup, l'Europe attire plus en hiver que le Sud a pu l'être? Alors, c'est vrai que je n'ai pas pu finir, mais oui, le Sud aussi. Le Sud, on est Mexique, Dominicaine République. Donc, bien sûr, c'est les plus grosses capacités sont sur ces deux destinations. Et on est là aussi agréablement surpris des ventes et des taux de remplissage. Je rajouterai également le Costa Rica dans les bonnes surprises. On a augmenté même la capacité sur le Costa Rica pour répondre à cette hausse de demande. Donc, je dirais, oui, l'Europe et le Sud sont deux grandes surprises qui sont nos deux plus gros aussi programmes pour l'hiver. Donc, des signaux sont au vert, en tout cas. C'est formidable. Et une chose qui est un petit peu moins formidable, c'est les prix. Il y a justement pas mal de... Il y a une perception. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Personnellement, je n'ai jamais aussi payé peu cher pour revenir de France. Donc, je ne sais pas, mais il y a une perception qui dit que les prix sont plus élevés. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, c'est vrai. Donc depuis déjà plusieurs mois, on a commencé à augmenter nos prix, bien sûr en fonction du prix du pétrole, parce que le pétrole reste quand même une grosse dépense pour nous, enfin pas que pour nous, mais pour toutes les compagnies aériennes. Donc on va dire qu'on suit un petit peu la tendance de l'industrie. On n'a pas vraiment le choix que de répercuter cette hausse de prix. Néanmoins, on reste très compétitif si on regarde par rapport au marché, par rapport à la qualité de service qu'on propose. Même moi, je suis toujours surpris de voir que les prix ont augmenté, certes, mais ne sont pas non plus, sont pas envolés comme on peut le croire. Après, ça dépend surtout des périodes de réservation, des périodes de voyage, hein, c'est sûr. Mais globalement, je dirais même que même si les prix ont augmenté, la demande, comme je disais, est toujours là. Et si on regarde un petit peu les derniers articles, les sondages et les experts disent que finalement la dépense voyage n'est pas impactée. En tout cas, les consommateurs ne sont pas prêts à faire de sacrifices sur le voyage, mais plus sur d'autres types de dépenses. Donc, on est plutôt bien positionné, en tout cas l'industrie du voyage, sur ce point-là, et moins impacté peut-être que d'autres dépenses. Est-ce que tu aurais des conseils peut-être pour les petits budgets, ceux qui voudraient repartir, qui font partie de ceux qui sont impactés? Est-ce qu'il y a des petits conseils, des petites stratégies pour partir quand même?
Alors oui, bah, c'est sûr qu'il y a toujours comme je le mentionnais, toujours des prix attractifs. Ça dépend. Bah, le conseil serait déjà de réserver toujours à l'avance, hein. Ça c'est certain. Et après, ça dépend vraiment des destinations. Donc forcément, des destinations où il y a plus de compétition, forcément les prix ont tendance à être plus bas. Donc je dirais que ça dépend voilà, de beaucoup de facteurs, mais la consigne, c'est sûr, majeure, c'est de réserver vraiment en avance, ça c'est sûr. Donc, réserver en avance, pour toi, est-ce que ça veut dire qu'on devrait déjà réserver pour l'hiver prochain même? Alors l'hiver prochain, je dirais même, c'est même un peu tard pour l'hiver, Non, mais mais pas, même pas pour l'été. cet hiver-là, mais l'hiver 2024. Ah, pour l'hiver, oui, 2024. Oui, oui, ah bah, oui, j'encourage, même si c'est sûr que les programmes peuvent changer d'ici un an. On essaye de stabiliser, de consolider, bien sûr, toutes nos destinations, en tout cas déjà pour l'été prochain et pour l'hiver prochain, avec le moins de changements possible. Et on encourage, oui, alors quand je disais pour l'été, c'est sûr que notre fenêtre de réservation actuellement, elle est encore très courte, donc elle est plus courte qu'en 2019. Donc c'est pour ça que c'est dur, c'est compliqué de prévoir et de donner des estimations. Donc on est toujours sur, oui, plus de 50% des réservations sont faites entre un mois et 2 mois. On va dire, oui, c'est ça, de 60 jours de fenêtre de réservation. C'est pour ça que c'est compliqué d'anticiper les résultats à venir, mais notre objectif, c'est vraiment voilà, de consolider notre programme, que ce soit pour l'été et l'hiver prochain, pour s'assurer voilà, que les consommateurs aient une continuité dans l'offre. Donc, on essaye de s'assurer de ça, malgré le fait que voilà, ce soit plus compliqué de prévoir qu'avant, dû à cette fenêtre de réservation qui est de plus en plus courte. Donc, oui, si vous voulez réserver même un an à l'avance, c'est même encore mieux, oui, bien sûr. De toute façon, le mot d'ordre, hein, on en parlait un petit peu en off avant notre entrevue, c'est que la plupart des dirigeants dans l'aérien ou dans d'autres secteurs de l'industrie du voyage se disent confiants mais prudents. Donc, il faut quand même réserver, il faut quand même avancer avec ses projets. Puis, il faut être conscient qu'il peut éventuellement y avoir des modifications. C'est possible. Oui, c'est ça. Je pense on l'a vu déjà par le passé, enfin, sur même les derniers mois. Donc, on fait de notre mieux, encore une fois, pour assurer un service qui soit le plus stable possible. Mais c'est sûr qu'on n'a pas de boule de cristal et il y a des changements qui peuvent arriver à tout moment. Donc, on s'adapte, on est de plus en plus agile et on essaye de répondre à la demande du moment. Alors, concernant une tendance aussi du moment, est-ce que concernant vos engagements durables, vous diriez que vous avez intensifié vos efforts par rapport à avant la pandémie? Est-ce que on l'a vu, on a parlé avant dans cette conférence de voyage durable. Est-ce que c'est une tendance que vous observez chez Transat et est-ce que vous mettez en place des moyens pour attirer cette clientèle? Oui, alors nos engagements, on va dire, ne sont pas vraiment nouveaux parce qu'on a déjà, depuis 2018, on est déjà certifié Travel Life, donc une certification qui est reconnue sur le marché avec donc plus de 200 critères à respecter sur les normes environnementales. Donc, on est certifié depuis 2018. On a été renouvelé, on a renouvelé notre certification. On a investi déjà depuis 2019 dans notre flotte sur le nouveau A321 Neo LR, qui est un des avions les plus économes en carburant de sa catégorie, donc environ moins 15% de carburant par rapport à un avion de la même capacité. Je crois que c'est moins de 5000 tonnes de CO2 en moins par an. Et donc là, actuellement, on en a 12 dans la flotte. On en attend encore 2 l'année prochaine. Et on en a commandé encore 5 qui devraient arriver en tout. Donc un renouvellement de flotte, je pense que c'est indispensable pour tenir nos engagements. Et également, on a créé cette année un nouveau département RSE qui est mené par Crystal Healy, qui a déjà recruté 4 personnes dans ce pôle-là pour justement développer et installer des nouveaux produits
et ancrer vraiment ces engagements et les accentuer. Donc, c'est ça quelque passe. chose. Donc, ça veut dire que vous intensifiez vos efforts parce que vous voyez que c'est une demande de la clientèle? Tout à fait. C'est une demande de la clientèle, c'est une demande. Oui, c'est ça, c'est une demande générale, hein, qu'on voit, mais qu'on avait. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est déjà quelque chose qu'on avait à cœur déjà avant le Covid, et c'est sûr que ça s'intensifie maintenant. Je rajouterais également qu'on a une entente aussi particulière avec SAF+, qui fait du carburant durable, donc qui travaille sur un nouveau carburant durable fait à base de captation de CO2 des industries, une entreprise qui est basée à Montréal. Et on espère dans les années à venir pouvoir bénéficier de ce nouveau type de carburant. Donc c'est un accord aussi très important pour nous et dans les années à venir pour justement tenir notre engagement. C'est formidable. Et je vois que, ce n'est pas une question que j'avais préparée, mais si tu me permets, j'aimerais la poser. Il y a quand même pas mal de gens qui sont anxieux, qui se disent qu'ils doivent réduire leur vol, que peut-être dans le futur, il y aura un passeport carbone pour voyager. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là qui croient à tout ça? C'est pas impossible, c'est pas impossible. Après, je le vois pas s'installer à court terme en fait ce type de produit-là. Mais c'est pas impossible, oui, qu'à moyen terme on ait ces demandes-là et ces exigences. Alors, il faut que ça vienne, que ça viendra du gouvernement, des entreprises privées. En tout cas, oui, il y a une demande. Je pense que pour l'instant, elle est minime, mais en tout cas, on l'écoute et on essaye de faire notre maximum de notre côté pour en tout cas évoluer. Après, on s'adaptera comme on l'a toujours fait, en tout cas notamment depuis le Covid. Donc on pourra continuer à voyager, c'est ça? On pourra quand même continuer à voyager parce que les compagnies vont faire des efforts. Je pense que oui. Non, mais dans tous les cas, le voyage existera toujours, ça c'est certain. Peut-être voyager moins, mais voyager mieux. Et justement, on va en parler des prix, donc peut-être aussi avec des prix plus élevés qui permettront à nous tous et agents de voyage de faire aussi plus de marge. Donc c'est aussi l'intérêt de tout le monde de pouvoir aussi mieux vivre de notre profession. Et voilà, donc je pense que oui, il faut trouver une balance dans tous les cas et le voyage continuera d'exister et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais. Un petit dernier mot pour conclure. Est-ce que tu aurais un petit mot pour les agents de voyage qui nous regardent aujourd'hui? Oui, déjà merci de nous avoir soutenus surtout depuis le Covid. Où on sait que ça n'a pas été simple. Nous, on sait aussi que nos délais au call center sont toujours un peu longs et on fait des efforts continuellement pour améliorer ce point-là. Donc, on fait tout pour vous proposer le meilleur service, en tout cas, et le meilleur produit pour vos clients. On est là, on sera là et on est toujours là pour vous supporter. En tout cas, on est plus que confiant pour l'avenir et l'année prochaine qui s'en vient. Merci beaucoup, Benjamin. Et maintenant, restez avec nous. Nous avons une nouvelle invitée qui va nous parler des destinations sud. Merci, Benjamin. Au revoir. Au revoir.
Bonjour Lynn. Bonjour Gwendoline. Alors Lynn, tu es directrice de Sunwing pour le Québec. Tu es une habituée de nos conférences virtuelles puisque ce n'est pas la première fois que tu nous rejoins. Merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. Je crois que tu reviens du Sud, c'est ça? Tout à fait. Bonjour Gwendoline. Tout d'abord, merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Effectivement, j'ai atterri cette nuit du Costa Rica. Donc, première expérience au Costa Rica pour moi. Très belle expérience d'ailleurs. Ça m'a permis d'aller visiter le Planet Hollywood, les deux hôtels Rio, donc le Rio Guanacaste, le Rio Palace. Alors, évidemment, 2 jours, c'est pas suffisant pour voir le Costa Rica, donc je devrais y retourner. Super. Alors, en fait, Lynn, tu es là aujourd'hui parce qu'il y avait une question qui me trottait dans la tête, c'est est-ce que l'expérience dans le Sud, post-pandémie, est-ce qu'elle a changé? Est-ce que finalement l'expérience des voyageurs, elle s'est améliorée? Et puis de faire un petit point aussi sur les hôtels, les nouveautés. Est-ce que finalement la pandémie, malgré tout ce qu'elle a apporté de terrible à l'industrie du voyage, est-ce que finalement elle a aussi apporté du bon? Alors, on va faire le point ensemble avec ça. Mais avant de poursuivre, moi, j'aimerais savoir si cet hiver dans le sud, ça va être aimez-vous ça comme ça? Aimez-vous ça comme ça? Alors, Lynn, j'ai bien mis ton spot publicitaire parce que c'est une chanson qui reste dans la tête. Est-ce que cette campagne fonctionne? Tout à fait. On a vraiment des commentaires très, très positifs sur cette campagne. Ça fait sourire, ça donne le goût d'aller dans le sud. Effectivement, la chanson nous reste en tête. On a vraiment de très, très, très bons commentaires. Derrière cette campagne-là, l'idée, c'était vraiment de dire justement aux consommateurs, vous en avez plus maintenant lors de vos voyages. Alors, plus de destinations, plus de choix d'hôtels, plus de choix d'excursions. Alors, on a vraiment aux consommateurs, surtout cet hiver, donc 2022-2023, pour nous, c'est vraiment une grande reprise là, depuis 2020. On a diminué, exemple, de Bagotville, un petit peu la capacité. Par contre, au départ de Québec et de Montréal, on a accru la capacité, ce qui fait qu'au total, pour l'hiver, on a une capacité supérieure donc à l'année 2019-2020, ce qui est quand même assez extraordinaire. On a des nouveautés, comme vous le savez. Donc, au départ de Montréal, on parle évidemment de Cayo-Largo. On parle de la Romana, on parle de San Andrés. Donc, on offre plus de choix avec le retour aussi de Freeport aux Bahamas, le retour de Miami. Au départ de Québec, on offre maintenant Roatan, Panama, Cayo Largo. Alors, on a vraiment plus donc de choix de destination dans le sud. Au niveau Alors, des hôtels, tu me précèdes un petit peu, Lynn, parce que j'avais justement une question qui était, votre offre dans le Sud est-elle différente d'avant la pandémie? Donc, d'après ce que je comprends, il y a du bon, il y a plus de choses. Il y a évidemment certaines destinations que vous avez moins. Est-ce que, donc, sur le point des hôtels, est-ce que vous avez plus d'hôtels? oui, il y a eu des ouvertures d'hôtels. Des fois, je me dis bizarrement, en pleine pandémie, que les hôteliers se lancent, mais oui, effectivement, il y a eu des ouvertures d'hôtels. Je pense évidemment à nous chez Blue Diamond, donc on a ouvert quand même pendant la pandémie le nouveau Planet Hollywood du côté de Costa Mujeres. On va ouvrir le Royalton Splash, Riviera Cancun, donc en décembre, ça s'en vient. Les Rio, entre autres, ont ouvert le Rio Latino, AM Resorts a ouvert des hôtels, donc il y a vraiment plus de choix Donc encore. finalement, les hôteliers ont aussi pris ce moment pour rénover et continuer des constructions puisque les hôtels n'étaient pas en opération, c'est ça? Oui, plusieurs hôtels. En fait, la majorité des hôtels ont quand même fermé pendant plusieurs mois, à partir de mars 2020. Et puis, lorsqu'ils ont réouvert, évidemment, dans plusieurs destinations, il y avait des restrictions en termes de capacité. Souvent, c'était 60 de capacité. Alors, ça leur permettait justement de prendre l'opportunité de rénover, que ce soit des ailes en particulier ou des restaurants ou autres. Et en parallèle, il y avait des nouvelles constructions. Alors, c'est vraiment intéressant de voir que je pense que notre industrie a cru à la suite après la pandémie et puis voir qu'il va y avoir effectivement de la croissance. Justement, derrière moi, est-ce que tu reconnais? Je me décale un peu, petite piscine, belle plage. Non? Pas tout à fait, pas Pas certaine. facile. C'est l'une de vos nouveautés, c'est le Royalton Splash Riviera Cancun. Ah oui, sur un angle que j'avais jamais vu. Eh ben voilà, donc il faudrait y retourner. Moi, je suis Euh, allée le visiter, si tu me permets. Moi, je suis allée le visiter, le Royalton Splash, du côté de Riviera Cancun, le 14 octobre dernier. mhm. L'hôtel va être magnifique. Vraiment, là, les chambres, déjà, il y avait une section complète de terminée. J'ai pu visiter les chambres. Très beau, les meubles, le mobilier, très recherché, de belle qualité.
Tout ce qui est lazy river, il y en a 2, les glissades d'eau, choix énorme au-dessus de 10 restaurants, des bars. Alors vraiment, ça va être une très, très belle propriété. Ça va être à découvrir, qui est située juste à côté du Royalton Riviera Cancun. Ok. Et alors, comment répondent les voyageurs à votre campagne, à vos nouveautés, à vos hôtels? C'est quoi les tendances de réservation pour l'hiver et puis peut-être pour le printemps et même l'été? Je ne sais pas si vous observez déjà des choses jusqu'à l'été. Oui, déjà. L'hiver, pour nous, ça annonce bien. Donc, les ventes sont vraiment au rendez-vous, autant à long terme, donc départ cet hiver, janvier, février, mars, surtout avec des groupes. On voit beaucoup une tendance de voyage de famille, intergénération, des gens qui se sont probablement pas vus beaucoup pendant la pandémie et qui là, décident de partir ensemble. Le retour des groupes corporatifs aussi. Alors ça, c'est intéressant de voir que finalement, les entreprises aussi reprennent avec une normalité et puis font leur voyage corporatif. Énormément de mariages. Alors, on voit beaucoup de groupes mariages aussi, des couples évidemment. On voit beaucoup de gens qui se gâtent. Alors, des catégories de chambres, que ce soit les swim-out, des chambres supérieures, des suites juniors. Donc, on voit que les gens investissent davantage dans leurs vacances et des hôtels aussi plus haut de gamme. La tendance dernière minute, je dirais, reprend actuellement avec l'automne. Bon, la première neige qu'on a eue cette semaine va sûrement aider, mais effectivement, on voit beaucoup de voyageurs, soit de groupe ou des gens à l'individuel qui reprennent et qui se gardent vraiment là. Et alors, ils se gâtent, mais est-ce que tu aurais quelques chiffres? Est-ce que tu peux nous donner des indications, par exemple, sur les taux de remplissage dans vos hôtels ou dans vos avions pour l'hiver? Euh, Vous savez, nous, on est une entreprise privée, donc on donne rarement nos chiffres. Mais je peux vous dire qu'en termes de pourcentage, on est vraiment déjà en avance par rapport à 2018-2019, qui est vraiment l'année où nous, on se compare, puisque 2020, à partir de mars, tout a malheureusement tombé. Mais vraiment, on est en avance, que ce soit pour Noël, qui est quand même une grosse période, pour la suite donc de l'hiver. Alors ça, c'est intéressant de voir que dans nos 3 villes de départ, que ce soit Bagotville, Québec ou Montréal, on a vraiment déjà une bonne base, comme on peut dire, pour vraiment s'attendre à un bon hiver cet hiver. Alors, on parle beaucoup de l'hiver, mais je crois savoir que l'été dernier, justement, le Sud a fait une grosse concurrence à l'Europe. Est-ce que c'est une tendance sur laquelle que vous attendez revoir cet été? C'est difficile à dire. Effectivement, je pense que le Sud a bénéficié du fait que l'Europe malheureusement, peut-être n'a pas levé énormément à cause peut-être de la guerre en Ukraine, entre autres. Les tarifs aussi, je pense qu'en Europe, l'été dernier, c'était quand même assez dispendieux, location de voitures, etc. Donc, je pense que les gens qui voulaient voyager se sont peut-être dirigés plus vers le sud. C'est sûr qu'effectivement, tout ce qui a été mai, juin, juillet, ça a été des mois, je dirais, records en termes de capacité et en termes de remplissage. Août, septembre ont quand même été très bons. Octobre, novembre est très, très, très bon. Alors, c'est sûr qu'on espère que ça va se répéter pour l'été prochain, mais honnêtement, c'est difficile à prédire. Je pense que les gens qui ne sont pas allés en Europe l'été dernier vont peut-être y aller l'été prochain, ou peut-être que ceux qui ont fait l'expérience d'aller dans le sud l'été, qui ont apprécié, vont aussi répéter. Alors, on se croise les doigts, mais il y a déjà quand même des réservations là, pour l'été prochain qu'on voit, principalement encore une fois des groupes. OK. Et alors, selon toi, pour répondre à ma question initiale, la crise sanitaire a-t-elle apporté du bon dans l'expérience touristique dans le Sud? C'est sûr que je dirais que le Sud se rebâtit encore actuellement. Alors, il y a plusieurs destinations où pour eux, il y a eu en fait, tous les travailleurs sont partis dans leur village ou dans leur ville originale. Alors, c'est difficile dans certaines destinations, donc, de se rebâtir, de retrouver du personnel. Je crois que certaines destinations, dont Cancun, vit un peu ce qu'on vit ici au Canada. Donc, pénurie de main-d'œuvre, difficile d'avoir de la rétention parce que les hôteliers, entre autres, ou même nous chez Nexus, donc les autres entreprises viennent un peu voler les employés, ce qui fait que c'est peut-être un peu difficile encore dans certaines destinations. C'est sûr que tout le monde travaille très fort, donc justement à embaucher, faire des trade shows, que ce soit à Mexico City, à Mérida, Guadalajara, par exemple, pour Cancun. Donc, vraiment se rebâtir. Mais on voit une nette progression. Donc, depuis cet été, la majorité des hôteliers, ça s'est très bien stabilisé. Il y a des destinations, dont Punta Cana, où on voit aucune différence avec avant la pandémie.
Les hôteliers sont au même niveau de service. C'est sûr que, comme on a mentionné, il y a certains hôteliers qui ont rénové, donc on voit encore une amélioration. Si je pense au Tropical Princess, exemple, au Caribbean Princess, ils ont vraiment investi des millions de dollars dans leur propriété. Alors, on voit des améliorations. Donc, c'est sûr que pour une expérience post-pandémie, pour les consommateurs, c'est très, très, très intéressant. De notre côté, entre autres, chez Nexus, on a pris le temps pendant la pandémie de mettre beaucoup de nouveaux processus en place, de la communication différente, virtuelle. Donc, on est maintenant disponible 24/7 via un chat, via l'application mobile. Donc, encore une fois, pour une expérience améliorée et bonifiée pour les consommateurs. Donc, il y a certaines améliorations, oui, pour les consommateurs, mais encore là, il faut être à l'affût des technologies. Alors, les passagers qui sont un peu plus aptes à utiliser leur téléphone, leur cellulaire, leur ordinateur, utiliser les moyens de communication un peu plus innovants, si on peut dire, donc pourront bénéficier de cette expérience-là. Et alors, justement, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à Nexus, donc Nexus offre les excursions, les transferts. Est-ce que, par exemple, vous avez gardé un nombre réduit de passagers dans les bus? Vous avez réduit la capacité? Est-ce que les bus sont nettoyés plus souvent? Est-ce qu'il y a des protocoles, justement, qui améliorent aujourd'hui l'expérience des transferts? Les protocoles qui avaient été mis en place en 2020-2021 étaient vraiment régis, entre autres, par les gouvernements, dans le sens que tous les gouvernements, on le sait ici au Canada, on a eu énormément de règles. Donc, dans le Sud, c'était un peu pareil. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des protocoles de distanciation. On avait évidemment le nettoyage de tous les sièges, etc. Je dirais qu'on est revenu plus à la normale. Donc, il n'y a plus de distanciation dans les autobus. Bon, évidemment, la même chose dans les appareils, dans les avions. Maintenant, il n'y a plus le port du masque obligatoire. À destination non plus, il n'y a aucune destination maintenant qui exige distanciation ou masque. Mais pour justement revenir du Costa Rica et avoir vu l'expérience et en octobre être allé à Cancun, il y a quand même beaucoup de signalisation encore dans tous les hôtels, des postes de gel pour se nettoyer les mains. Il y a encore quand même beaucoup de prévention, si je peux dire, donc pour la crise sanitaire, pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas des mesures plus sévères qui se vont imposer. Est-ce que finalement, cet été, c'est pas, enfin cet hiver, pardon, c'est pas un peu un retour dans le sud, mais avec un voyage, je dirais un peu à la carte selon chacun, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité effectivement d'avoir des protocoles très stricts si on le souhaite, et puis il y a possibilité d'être un petit peu plus détendu par rapport au protocole. Est-ce que c'est un peu ça? Tout à fait, effectivement, parce qu'évidemment, autant à bord qu'à destination, les gens qui veulent se protéger, qui veulent porter un masque sont invités à le faire. Et évidemment, ceux qui croient que la pandémie est derrière nous, évidemment, peuvent aussi voyager librement. Mais on sent qu'on revient un peu vers une certaine normalité. Et à destination, l'accueil est incroyable. Tout le personnel partout, autant aux aéroports que dans les hôtels, ils sont tellement contents de revoir la clientèle canadienne. Donc, on voit vraiment que le service est à niveau aussi. Alors, pour terminer, est-ce que finalement aussi la pandémie a apporté son lot de bonnes choses pour Sunwing, puisque vous avez annoncé un projet, pardon, de fusion avec WestJet. Alors, on en est où de ce projet? Et si cela est approuvé, est-ce qu'on doit s'attendre déjà à des modifications dans le futur pour l'offre sud? Effectivement, ben, c'est le but, évidemment, de la transaction. Donc, la transaction, il y avait vraiment différentes étapes. Donc, il y a eu effectivement le projet, donc l'offre d'achat donc de WestJet à Sunwing. Il y a eu le bureau de la compétition, évidemment, qui a dû faire son travail. Le rapport vient d'être déposé il y a quelques semaines. Donc, maintenant, c'est le ministère du Transport, donc le ministre Alghabra, qui, lui, doit rendre sa décision. On s'attend à ce que la décision soit rendue d'ici le 5 janvier. Alors, c'est un peu la date butoir là, pour nous, à savoir est-ce que la transaction sera approuvée ou non. Si elle est approuvée, évidemment, le but de cette opération-là, c'était la croissance, et particulièrement ici au Québec. Alors, compte tenu que WestJet est pratiquement, je pourrais dire, absent ici du marché, c'est sûr que pour nous, c'est une belle opportunité d'accroître donc la capacité, d'offrir de nouvelles destinations, de pouvoir utiliser des types d'appareils différents, donc un peu plus petits pour certaines destinations plus près, des plus gros porteurs, évidemment, pour de plus longues distances. Donc, c'est vraiment pour nous une belle opportunité. C'est sûr que si ça arrive en janvier, c'est un peu tard pour la planification été.
Mais c'est sûr que ça va rapidement pouvoir nous aider pour la planification hiver 2023-2024. Mais c'est sûr qu'entre-temps, on a un plan B aussi à pouvoir quand même s'assurer que notre capacité pour 2023-2024 soit sécurisée si jamais la transaction n'était pas approuvée. Alors, on a vraiment plan A, plan B et on est en attente, évidemment, là, on l'espère le 5 janvier au plus tard. Alors, on retient bien cette date du 5 janvier. On refera un point ensemble. Ce sera un retour de congé de Noël avec des bonnes nouvelles. On vous le souhaite. Alors, merci beaucoup, Lynn, d'avoir été avec nous. Restez avec nous parce qu'on va continuer avec un nouvel invité. Excellent. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonjour, agent de change. Je m'appelle Hilary Arsenault et je suis la représentante de G-Adventures pour Canada de l'Est. Si vous ne connaissez pas déjà G-Adventures, nous offrons des tours à petits groupes partout au monde. Et quand je dis petits groupes, la plupart de nos voyages, c'est un maximum de 16 personnes avec une moyenne de 12 personnes. Et nous avons plus de 600 itinéraires dans tous les 7 continents. Oui, j'ai dit les 7 continents, alors nous allons aussi en Antarctique. Nous aimons vraiment sortir des sentiers battus et nous aimons offrir des expériences incroyables, culturelles et locales. Alors, c'est sûr que nous allons visiter les grandes villes et toutes les destinations à voir là-bas. Par contre, nous allons aussi aller visiter les petits villages et rencontrer les personnes locales. Alors encore, c'est tout partie de l'expérience locale que vous allez recevoir en voyageant avec G-Adventures. Nous sommes également le plus grand voyagiste au Pérou et sur le chemin Inca, avec plus de 50 itinéraires à choisir. Et nous avons aussi 11 styles de voyage, alors que vous cherchez quelque chose actif, quelque chose de bien-être, quelque chose marine. Nous avons vraiment quelque chose pour tout le monde. Nous avons également des voyages en famille ou notre partenariat avec National Geographic, alors beaucoup d'options. Une grande partie de G-Adventures, c'est G for Good et c'est pour voyager pour du bon, faire un impact positif sur la destination où nous visitons. Et c'est aussi pour redonner aux communautés locales où nous visitons. Nous avons également une organisation à but non lucratif qui s'appelle Planeterra. Et Planeterra vise vraiment à aider les enfants, les femmes et les indigènes dans plusieurs pays. Alors, n'importe où nous avons un projet Planeterra et que nous avons un tour de G-Adventures, nos voyageurs vont bien aller visiter ce projet pour pouvoir leur aider et supporter aussi. Nous avons beaucoup d'avantages pour réserver avec G-Adventures, comme les rabais d'agents et les dollars G. Et nous avons plus d'informations sur cela sur notre site de réservation d'agents qui s'appelle Sherpa. Sur Sherpa, vous allez aussi trouver mes coordonnées. Alors, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours me rejoindre par là et je serai contente de vous aider. Merci beaucoup et bonne journée. Donc, bienvenue à tous mes invités. Merci de nous avoir rejoints pour une nouvelle thématique, la dernière thématique de notre conférence qui porte sur le voyage de rêve et le voyage de luxe. Est-ce que finalement, l'année 2023, après tant de frustration dans le voyage, est-ce que les gens vont se laisser aller à réaliser leur rêve de voyage et se gâter un peu plus? Pour répondre à cette question, j'ai la chance d'accueillir avec moi, donc je vais prendre dans l'ordre, Amélie Dubois, donc responsable, directrice au développement des affaires pour le Canada pour la marque de croisière Regent Seven Seas Cruises. Ensuite, nous aurons Sophie Raymond, qui est directrice Canada pour Ultimate Jet Vacations, que vous connaissez déjà bien. Et donc, nous avons aussi Anthony Lapara Santori, qui est propriétaire d'une agence de voyage qui s'appelle Expérience Monde par Lapara. Alors, j'espère que vous allez bien, mes invités. Vous êtes prêts à répondre à mes questions? Oui, merci. Alors, je vais commencer. Alors, évidemment, comme c'est un panel, on va parler un peu à tour de rôle, mais vous savez que vous pouvez interagir à tout moment. Alors, Anthony, j'ai une question pour toi qui est souvent en contact avec les clients. C'est quoi aujourd'hui le voyage de luxe et le voyage de rêve? Eh bien, ça dépend de comment qu'on l'observe.
c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut se permettre un voyage de luxe. Fait qu'on on doit éviter de juste à croire que c'est une gamme de prix ou un certain prix. Rendu à ce point-là, ceux qui peuvent se le permettre lorsqu'il vient le temps de faire une décision est basé sur différentes choses. Quand on parle de luxe, on ne parle pas juste d'une affaire en particulier. C'est vraiment, selon moi, en tout cas, et de ce que j'observe avec mes clients, basé sur une totalité des expériences, hein. Ça joue beaucoup sur les sens. Ce que je veux dire par ceci, c'est non seulement ce qu'on voit, qu'on vit avec le staff de l'hôtel, mais c'est des endroits ou des hôtels ou des produits ou des expériences complètes. La cuisine est inclue là-dedans, le service est inclus là-dedans, que ce soit le service entre moi et mes clients, entre moi et mes partenaires fournisseurs, et rendu à destination. Les clients de luxe cherchent des choses, comme on dit, faciles, sans friction. Des voyages de luxe, parfois c'est un hôtel, parfois c'est une combinaison des transferts privés, l'hôtel, des excursions qu'on fait. Fait que chacun aurait peut-être une opinion différente. C'est la personnalisation aussi dans l'expérience de voyage de luxe, que ça soit à l'hôtel, comme tu as dit tout à l'heure, en croisière, que ça soit, c'est vraiment la façon dont le client se sent et comment, en fait, les gens les font sentir aussi. Donc, le luxe est très différent selon la personne et le client, bien sûr. Je pense que il faut bien comprendre que le luxe, c'est pas forcément quelque chose de snob ou il faut comprendre que le luxe, c'est simplement bien se sentir. C'est profiter de la vie comme on a envie. Et puis, on voit vraiment beaucoup de fournisseurs qui vont commencer à partir là-dessus parce qu'on sait que les clients, il va falloir s'adapter à eux pour pouvoir leur donner vraiment une expérience qui va être luxe pour eux, mais pas forcément luxe pour tout le monde. Donc, il va falloir s'adapter. Et on voit beaucoup d'adaptations depuis 2 ans, ça c'est sûr. Et alors, si on fait le point par rapport à maintenant, donc, est-ce qu'il y a plus de demandes pour ce type de voyage, d'expérience? Alors, je vais peut-être... Qui veut prendre la parole? Ok, Honneur aux je vais y femmes. aller. Donc, effectivement, du moins chez Regent Seven Seas Cruises, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'engouement pour les voyages de luxe, les voyages haut de gamme. Premièrement, de l'engouement avec nos past passengers, hein, nos clients fidèles avec Regent. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas voyagé et qui ont hâte de retrouver nos membres de l'équipage. C'est peut-être bizarre à dire, mais on a des petits navires et on crée vraiment une ambiance familiale et amicale à bord. Donc, les clients, et d'ailleurs, pendant la pandémie, on a dû créer une page sur les médias sociaux pour que les clients puissent garder contact avec nos membres de l'équipage. Et là, on voit que tout le monde a envie de les retrouver, tout le monde s'est empressé de réserver pour 2022, mais on voit déjà que nos clients fidèles ont réservé 2023, 2024, 2025. Et en plus de ça, on a tous les nouveaux clients qui veulent essayer justement des nouveaux navires plus spacieux, des petits navires, parce qu'on n'a pas forcément envie d'être dans des endroits très achalandés, on va dire. Donc, le luxe, c'est ça aussi. Quand on a parlé de l'évolution du luxe, je pense que l'espace est devenu important. Le fait d'aller dans des endroits qui ne sont pas forcément très achalandés, des endroits spacieux, mais des endroits intimes à la fois. Donc, on voit tous ces nouveaux clients qui arrivent et qui veulent commencer avec Regent Seven Seas. Donc, c'est le fun de voir ces nouvelles ventes et ces nouveaux clients qu'on a hâte d'accueillir à bord, ça, c'est sûr. Est-ce que tu as quelques chiffres à me donner justement par rapport à ce regain de la demande? Alors, chiffres précis, pas forcément, mais moi, je sais que je m'occupe du Canada au complet. Et on a quand même réussi à avoir le plus gros pourcentage d'augmentation de ventes en nombre de réservations. Et aussi la plus grande augmentation de ventes en ce qu'on appelle First Time Region. Donc, tous les nouveaux clients Region. Donc, le Canada a augmenté le plus de ventes et en plus a ramené le plus de nouveaux clients. Et j'ai quand même une petite anecdote aussi à dire, c'est que
on a également beaucoup augmenté notre chiffre d'affaires avec les agents de voyage. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Les agents de voyage, on peut voir qui tirent avantage de ça et l'opportunité est là. Donc, je suis tellement ravie de voir que après ces 2 années difficiles, ben, enfin, ils puissent tirer avantage de ça et puis faire des nouvelles ventes avec des nouvelles compagnies luxueuses. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai entendu depuis le début de la pandémie que le voyage de luxe était le segment qui avait le moins été touché par la pandémie. Alors, est-ce que c'est vrai? Puis tu peux nous faire un petit état de la demande en ce moment? Oui, tout à fait. En fait, juste pour résumer, Ultimate Jet Vacations est un tour, pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, c'est un tour opérateur de style boutique. Nous personnalisons des itinéraires de voyage dans des hôtels 5 étoiles uniquement, donc avec les services de concierge et tout. Donc, depuis, je dirais 2020, si on parle de la pandémie à aujourd'hui, 2022, on a eu une croissance exponentielle de 100%, c'est-à-dire qu'en 2020, nos chiffres étaient d'environ 105 millions. On est presque rendu à 200 millions aujourd'hui, au moment où on se parle. Aussi, chez Ultimate Jet Vacations, eh bien sûr, la croissance a été là du début. La preuve, c'est qu'ils ont engagé quelqu'un pour le marché canadien uniquement. Donc, me voici depuis presque une année. Alors, oui. Pour revenir à ta question, oui, les habitudes ont changé. C'est sûr qu'il y avait toujours, comment je pourrais dire, il y a toujours il y a 2 types de clientèle, hein. Il y a une clientèle qui, eux, ne voyagent que uniquement dans les hôtels haut de gamme, ultra luxe. C'est vraiment leur mode de voyage. Donc, il n'y a rien qui a changé pour eux. Je dirais même que c'est une clientèle qui n'a pas cessé de voyager même pendant la pandémie parce qu'eux, ils partaient en jet privé ou c'était vraiment ce type de clientèle-là qui ont continué à voyager aussi presque pendant toute la pandémie. Mais il y a ces nouveaux clients, puis je suis certaine que vous allez pouvoir en discuter aussi, ces nouveaux clients qui étaient habitués à un certain luxe, je dirais premium, marché de masse premium, si on peut l'appeler ainsi, qui maintenant veulent découvrir autre chose, sont prêts à découvrir de nouvelles destinations, de nouveaux hôtels aussi. Et on a la chance de là notre croissance aussi parce que chez UJV, Ultimate Jet Vacations, la majorité des propriétés et des hôtels que nous offrons dans notre portfolio ne sont pas offerts chez les tour opérateurs canadiens. Alors, de là, où est-ce qu'on se différencie aussi? Donc, par l'offre de ces propriétés-là qui sont différentes et que les clients, justement, recherchent de nouvelles destinations, de nouveaux produits et types de propriétés, d'hébergement ou peu importe, d'expérience. Merci Sophie. Alors Anthony, est-ce que c'est quelque chose que tu vois aussi au sein des agences, que les gens veulent des nouveaux produits et est-ce qu'ils dépensent plus? Ils veulent des upgrades, comme on dit en anglais? Absolument. Ce que Amélie a mentionné tantôt, qui est relatif à l'industrie des croisières, je l'observe chez nous aussi. Juste après la pandémie, les durées des voyages étaient plus longues. La moyenne de budget, si on veut, a augmenté. En partie à cause du fait que certains n'ont pas pris le voyage qu'ils font à tous les ans ou à toutes les années. Et on a bien sûr réalisé à quel point que la vie est précaire et tout, et fragile. Et donc, il y avait ce sentiment d'avoir plus d'espace, comme elle a dit. J'ai vu une augmentation chez les réservations de villas. J'ai vu des augmentations, comme on a dit, dans le séjour total du voyage. Et pour certains qui se disaient souvent, un bucket list, si on veut, qu'on allait le faire éventuellement, j'en ai remarqué plusieurs qui me sont revenus pour me dire, hey, le voyage de 50e anniversaire ou que ce soit, faisons-le maintenant parce qu'on ne sait pas si on va se rendre à ce point-là. Fait que, il y a eu une sens d'urgence, si on veut, pour aller en profiter des choses que peut-être qu'on aurait dû attendre un peu plus longtemps, puis se le permettre un peu plus de luxe, que ce soit via plus d'espace, comme on dit, avec des territoires plus grands, des chambres plus luxueuses et spacieuses, avec des séjours plus longs, et aussi dans des destinations qu'on ne verra pas tout de suite. Si on Comme veut. Montréal. Exact. La Polynésie.
à Polynésie. C'est sûr que avec toutes les implications de la pandémie, certaines destinations ont pris plus de temps à réouvrir ou certaines industries, telles les croisières, ont pris un peu plus de temps pour accumuler un momentum de réservation, si on veut. Là que c'est à point et c'est rendu là, mais c'est ce qu'on remarque aussi. Les durées sont plus longues, on se permet peut-être un surclassement de chambre ou deux. Beaucoup de multigénérations que je vois aussi. C'est les grands-parents veulent voyager avec les petits-enfants, avec les enfants, parce que, comme on a dit, on voit à quel point c'est fragile et il n'y a rien qui est certain. Et donc, il y a cet appétit pour en profiter le plus possible et c'est ce qu'on remarque. Et c'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que Sophie et Amélie a dit. Merci. Alors, si on fait un petit tour de table rapide, c'est quoi un peu les top vendeurs que vous observez dans vos marques ou dans votre agence? Anthony, qui avait la parole, c'est quoi les top vendeurs, destinations, produits de luxe? Ça varie selon le temps de l'année. Personnellement, à l'agence, on fait beaucoup de lune de miel. Et dans le marché québécois, les mariages en soi se font principalement, pas toutes, mais principalement, on peut dire le printemps et le début, début automne. Fait que les lunes de miel ont tendance à être pas trop longtemps après ceux-ci. Pour nous, à l'agence, l'Europe, c'est super populaire. Tout ce qui est Alors, je te coupe. Du coup, lune de miel, justement, qu'est-ce que les gens ils réservent en ce moment? C'est quoi les top destinations, par exemple? pour moi, ça a toujours été soit l'Italie, la Grèce. Avant la pandémie, beaucoup d'Asie du Sud-Est, de Thaïlande et la Bali, ça a pris un peu plus de temps à revenir. Et même avant la pandémie aussi, je faisais beaucoup de croisières pour les lunes de miel aussi, vu que c'est une nouvelle méthode, si on veut, pour ceux qui ont l'âge majoritairement de ceux qui se marient. Et c'est une introduction, c'est une façon de voir plusieurs destinations en même temps, vivre une expérience de luxe. Mais si je me fie à la dernière année, beaucoup de euh, l'Europe, Italie, Grèce, l'Espagne, en principe, parfois ailleurs, le sud de la France. Il y a toujours quelques-uns qui vont vouloir faire quelque chose d'un peu plus différent, comme un safari en Afrique. Il y en a toujours une coupe qui peuvent se permettre un stopover, si on veut, aux Maldives et à Dubaï, des places de même, des places qui sont très branchées sur les réseaux sociaux, si on veut, c'est ce qu'on voit souvent. Et c'est des places qui se voyagent bien, qui se jumellent bien euh, à d'autres places. Puis c'est pas parfois la grande majorité des lunes de miel ne sont pas juste une destination, vu que les lunes de miel ont tendance à être plus longs en séjour, la moyenne entre 2 et 3 semaines. Les gens se permettent de jumeler plusieurs destinations qu'ils ne feront peut-être pas dans un seul voyage. Et c'est une tendance que je remarque beaucoup. Le sud et les Ok. Caraïbes, Donc, si je résume un petit peu, Anthony, avant la pandémie, il y avait quand même pas mal de lunes de miel en Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, ce marché-là est redistribué vers des destinations qui rassurent un peu plus. C'est bien ça? Alors, Sophie, les top vendeurs, top destination, produits, Chez qu'est-ce que nous, tu en penses? en fait, chez nous, chez Ultimate Jet Vacations, c'est sûr que les Caraïbes et le Mexique restera toujours notre bread and butter, notre pain et beurre, si je peux dire. Ce sont les top vendeurs. Mais depuis presque une année, nous avons recommencé ou en fait commencé le programme Europe avec la Grèce, l'Italie, bientôt la France, l'Espagne, le Portugal. Et bien sûr, une destination qui est à l'année, et j'en reviens tout juste, l'Afrique. Comme tu en parlais, Anthony, c'est une destination qui est de plus en plus prisée, dis-je. Et bien sûr, chez nous également, la Polynésie française, les Maldives, nous sommes des spécialistes depuis le début. Donc, je vous dirais qu'il n'y a pas de destination qui est top que je pourrais dire c'est celle-là, mais bien l'amalgame de ces destinations-là. Merci. Et pour toi, Amélie, alors c'est quoi un petit peu les itinéraires les plus populaires? Et puis, est-ce qu'il y a des destinations qui peut-être avant la pandémie n'étaient pas aussi populaires? Et là, vous vous dites, il faut qu'on rajoute des navires parce que là, la demande explose. Oui, tout à fait. Je pense que ça a vraiment changé. Region a toujours, bon, c'est sûr que notre plus gros produit, c'est l'Europe, mais on peut voir qu'il y a un engouement incroyable pour les régions exotiques, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud. Je pense aussi que c'est parce que les gens sont rassurés quand ils sont sur un navire, qu'ils puissent aller
visiter dans la journée, mais revenir dans leur petit confort le soir, revenir sur le navire, dans leur suite. Le plus gros, c'est sûr qu'on a déjà ouvert nos croisières 2024-2025, donc on va chercher loin. D'ailleurs, quand on a ouvert nos croisières 2024-2025, ça a été la journée la plus achalandée de toute l'histoire de Regent Seven Seas en 30 ans. Alors, on peut vraiment dire qu'on a passé la pandémie. Et ce qu'on a vendu plus, c'était nos top 10. 70% de nos itinéraires top 10, c'est vraiment, je dirais, le Splendor. On en a deux. Le Splendor qui part de Lisbonne jusqu'à Cape Town. On va faire le Sénégal, la Côte d'Ivoire. On va faire 3 jours à Lisbonne avant ou 3 jours à Cape Town en safari après. Mais on a dû rajouter un navire, donc le voyageur va le faire de Barcelone à Cape Town. Donc on savait, on anticipait la demande. L'Asie va très très bien. Le Japon, on a des demandes incroyables pour ça. Et je pense l'Amérique du Sud avec l'Amazon, etc. Ça, c'est vraiment aussi un produit qui est en très très grande demande. Donc oui, l'Europe, ça a toujours été un gros produit, mais nous, on voit vraiment que les gens se disent, voilà, j'ai pas voyagé pendant 2 ans. On regarde la bucket list, on y va, on le fait. Et on voit vraiment ces demandes pour des voyages très exotiques que les gens se disent, on arrête de remettre au lendemain, on le fait aujourd'hui. Je pense qu'on sera d'accord avec toi, Amélie. Et puis, c'est le moment finalement de répondre à cette question. 2023, est-ce que c'est l'apogée du voyage de luxe et de rêve? Est-ce que finalement, même si avant il y avait des occasions de se faire plaisir, comme tu disais, Anthony, par exemple, un 50e anniversaire, un 10e anniversaire de mariage ou peu importe, est-ce que finalement, là, on oublie toutes les occasions, on oublie le portefeuille, on oublie tout, et est-ce que c'est finalement l'année 2023 qui verra une plus grande croissance sur ce segment-là par rapport aux autres années ou dans le futur aussi? C'est ça, c'est ce qu'on souhaite, absolument. Si je m'observe avec les réservations qu'on a déjà confirmées pour 2023, ça s'annonce très bien. C'est une tendance qui va se maintenir, c'est ce qu'on espère. Toi, tu penses que tu vas exploser tes ventes cette année comme jamais? Tu vas rattraper tes 2 ans de pandémie? Si je me fie à 2022, l'année qui vient de terminer, oui, on va passer le chiffre de 2019. Une autre tendance chez nous, personnellement, beaucoup de mariages de destination. On en faisait toujours, quand même assez, mais là, tout nombre de raisons, que ce soit la difficulté ou le prix de planifier un mariage ici, chez nous. On voit beaucoup de demandes pour des mariages ailleurs, et ce n'est pas juste dans le sud, c'est partout en Europe, ça se voit. Puis pour moi, c'est considéré des voyages de luxe parce que c'est des mariages de fairy tale, si on veut. Là. Fait que, s'il y a cette tendance-là, beaucoup de jeunes couples veulent plus dépenser pour moins de personnes et amener un petit groupe intime. Fait que c'est un autre segment, si on veut, dans les voyages de luxe que je vois beaucoup qui augmente depuis la pandémie. Pour plusieurs raisons. Entre autres, il y a beaucoup de demandes pour des mariages locaux pour tous ceux qui ne les ont pas faites dans les 2 dernières années. Il y a un manque de, si on veut, de venue, d'emplacement ici au Québec. En tout cas, il y a des temps d'attente parfois de 18 mois avant de pouvoir avoir la place où ce qu'on veut, avec des prix qui ont doublé. Tandis que de se marier ailleurs, il y a un prix qui est associé, mais le monde sont prêts à le dépenser pour amener un groupe un peu plus intime. C'est un autre segment dans le marché du luxe que je vois beaucoup qui va augmenter les chiffres général et total du segment de luxe. OK. Donc, une bonne année en perspective du côté de ton agence. Et Sophie, de ton côté, tu as mentionné que vous aviez une augmentation de 100% au Canada. Est-ce qu'on peut s'imaginer... Au Canada, non. Ben oui, au Canada, mais vraiment en général. Excuse-moi. En général? Oui. Et alors, du coup, est-ce qu'on peut s'imaginer que 2023, ça soit 400%? On l'espère. On continue la croissance et on continue de briser des records, bien sûr. Je pense pas que ça soit l'apogée parce que l'apogée, ce serait le sommet puis on verrait la décroissance. Je pense que on continue la croissance, bien sûr. Je ne verrais pas pourquoi que ça ne serait pas ainsi avec tout ce que j'entends aujourd'hui. Je pense que oui, et les chiffres le prouvent également.
Donc, j'en Donc, profite. selon toi, Sophie, on n'est pas sur un apogée, on est peut-être sur une nouvelle façon de consommer le voyage de luxe. Absolument, je pense que oui. Et aussi, nous, on aime se dire l'agent de voyage, puisqu'on travaille qu'avec les conseillers en voyage, on voit aussi leur intérêt envers le luxe. On voit qu'ils veulent apprendre davantage. Ils aiment être en mesure et avoir les outils nécessaires, l'expertise pour pouvoir conseiller leurs clients qui, eux, arrivent avec de nouvelles demandes, de nouvelles exigences et qui espèrent avoir du nouveau également. Donc, ils sont prêts pour ça, ces clients-là. Donc, nous, on est là justement pour aider les conseillers en voyage par notre expertise pour réaliser le rêve de leurs clients, en fait. Bah, c'est une belle mission. Oui. Et Amélie, dis-moi, donc tu nous as déjà dit qu'évidemment chez Regent, c'était une année pas mal record. Tu as mentionné que c'était, je pense, la division de la marque qui attirait le plus de nouveaux clients par rapport à toutes vos marques. C'est ça? Quelle est votre ambition pour 2023, justement? Est-ce que vous pensez que c'est votre année? Est-ce que c'est qu'un début aussi? Oui, vraiment. Je pense que les gens ont compris que, on en a déjà parlé, mais qu'ils veulent se gâter, qu'ils veulent profiter de la vie. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que disait Anthony aussi quand il parlait d'un voyage clé en main, tout inclus. Je pense que Region, c'est ça qu'on offre. On offre vraiment une formule où on s'occupe de rien. Le client arrive, tout est inclus du début à la fin, que ce soit les vols, les transferts, les excursions, les boissons, l'Internet, même le service de la blanchisserie est inclus. Donc, le client peut tout simplement enfin profiter. Ça fait 2 ans qu'on a des restrictions. Donc là, ils peuvent profiter sans aucune restriction. Et je pense que le client change sa manière de penser en se disant, écoute, on sait, voilà, on va payer ça dès le début, mais on va se gâter, on va profiter. Donc, effectivement, on voit tous ces clients qui se disent, allez, on y va, on l'essaye. Alors, c'est sûr que ces nouveaux clients-là vont pas forcément prendre les plus grandes suites dès le début. Ils vont essayer avec Region. Et puis, moi, ce que j'aime aussi, c'est que on essaie vraiment de s'adapter au marché canadien. On sait que la demande est là. Et on s'est dit, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même faire des offres canadiens au pair. Comme ça, les prix qu'on offre en US, on va le donner en canadien. Comme ça va permettre aux gens de pouvoir l'essayer. Et effectivement, je vois ça aussi, on a beaucoup de personnes qui viennent fêter leur 50e, 60e, 70e, 80. Donc, il faut regarder ça en tant qu'agent de voyage dans sa bande de données et regarder qui va justement célébrer des beaux moments de vie comme ça. Et c'est ces clients-là qui vont vouloir justement se gâter. Et puis, je veux dire, on a tous une vie et je pense que tout le monde l'a compris. Donc, oui, je pense qu'on a un bel avenir qui s'en vient devant nous. Merci pour ton intervention. Je reviens juste sur un petit point. Anthony et Amélie, vous avez mentionné justement le côté tout inclus, clé en main. Est-ce que finalement, la pandémie n'a pas mis aussi une pression, une perte de repères et justement les clients se disent, ah, je suis un peu perdu, je préfère payer plus pour être sûr d'être bien pris en charge. Est-ce qu'il y a une petite crainte comme ça un petit peu qui favorise Moi, les... je pense que oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut voir, par exemple, que je suis la seule compagnie de croisière aujourd'hui, mais je suis la seule qui ait dit aussi que les gens allaient beaucoup plus vers l'exotique, vers l'Asie, etc. Parce que peut-être que justement, ils sentent ce sentiment quand on est sur un navire, qu'on revient à la maison tous les soirs. Donc oui, on a une immersion totale quand on voyage, mais hop, on revient dans son petit confort tous les soirs. Donc, je pense que les gens ont compris ça. Le service est extrêmement important parce qu'ils savent qu'ils veulent être entre de bonnes mains, quel que soit où ils vont être dans le monde. Ils veulent être pris en charge. Ils veulent avoir un certain service, un certain standing. Et je pense que c'est vraiment pour ça qu'on voit cette croissance du luxe, tout à fait. Anthony, tu partages aussi cet avis?
Et c'est ça. Donc, c'est non seulement clé en main avec l'expérience et le produit final que le client reçoit, nos clients mutuels, mais même nous, du côté agence, ça ne se le cache pas que ça a été difficile parfois la communication avec nos fournisseurs un peu plus larges. Et lorsqu'on parle de fournisseurs de luxe comme UJV ou Regent, de notre bord aussi, c'est le service qu'on reçoit de nos représentants parce qu'à un moment donné, les clients se tournent vers nous, on se retourne vers eux. Ils savent que c'est notre réputation, c'est notre efficacité. Et, c'est très bien d'avoir des partenaires qui nous mettent en évidence, qui nous fait nous mettent en vedette si on veut. Je sais que si j'ai une question, je n'attendrai pas trop longtemps. S'il y a des changements ou quoi que ce soit entre moi et les représentants qui fait juste bénéficier le client à la fin de tout ça, pendant le processus de réservation, pendant leur voyage et même après leur voyage. Fait que quand on parle de luxe, là, on travaille tous ensemble pour envoyer un produit final ou une expérience finale au client. Alors, d'après ce que je comprends, du coup, finalement, oui, le luxe attire, mais ce qui attire, c'est surtout un service qui, post-pandémie, bah, est une expérience en soi, donc du luxe en soi. Finalement, un bon service, la sérénité, est-ce que c'est pas un peu ça, le nouveau luxe, Sophie? Tout à fait, tu l'as bien, bien dit, Anthony. Je pense que le service, l'expertise, la confiance, nous, en tout cas chez UJV, on veut vous faire briller. On est là pour vous et c'est ce qu'on essaie de faire le plus possible parce que à la fin de la journée, c'est votre client qui va en bénéficier et vous et nous par le fait même. Donc, tout à fait, j'abonde dans le même sens, bien sûr. Alors, bah, ça fait déjà un petit moment qu'on parle, donc on va devoir terminer. Juste en deux, trois mots, à titre personnel, du coup, quel est votre voyage de rêve et de luxe en 2023? Je suis curieuse. Je vais commencer. C'est sûr qu'on est choyé, on voyage souvent, mais si j'avais une place à solliciter, je ne sais pas si ça va se faire en 2023, mais éventuellement, je voudrais vraiment visiter la Saoudie. Tout ce que j'ai vu dernièrement avec les choses qui vont aménager là-bas, les nouveaux hôtels qui s'arrivent, les J'ai pas nouvelles compris la destination, je n'ai pas entendu. la Saudi Arabia. Ah, Tout ce ok. qui est là-bas, pour moi, ça me paraît comme le prochain Maldives, le prochain destination de luxe. L'Arabie Saoudite. Oui, c'est ce que j'ai vu dernièrement. Ok. Bon, après, ça sera une autre discussion entre luxe et éthique. On en reparlera. Sophie, pour toi, 2023, fais-nous rêver. Ben, en fait, oui, j'aurais plusieurs destinations à vous faire découvrir encore lors de nos voyages, comme par exemple, bien sûr, les Maldives. J'irai aussi en 2023. J'espère retourner personnellement en Afrique cette fois-ci. Bien sûr, je continuerai à faire. Vous me suivez sur les réseaux sociaux, alors vous voyez plusieurs destinations qui font partie du portfolio de UJV. Donc, j'aimerais personnellement, par exemple, retourner en Afrique, bien sûr. Le Japon m'attire énormément aussi. Donc, c'est à suivre. À suivre. Puis d'ailleurs, merci de nous faire rêver, Sophie, parce que tous les jours, on se lève, on voit Saint-Barth, on voit la Polynésie. Tu fais ça très bien, donc merci de continuer à nous inspirer. Et Amélie, pour toi, avec Regent, est-ce il y a un voyage particulier en 2023? Ah, il y en a tellement, c'est dur. Mais c'est sûr qu'on voit une demande pour la Polynésie, ça c'est là. Moi, personnellement, ça serait Bali, Bangkok, la Thaïlande. On fait beaucoup d'overnight là-bas, donc on peut faire 3 jours à Bali, 3 jours à Bangkok. Donc ça, moi, personnellement, c'est mon voyage de rêve. Mais bon, après, on revient avec nos souches. Mais j'aime beaucoup les itinéraires qui vont faire l'Europe du Nord et qui vont partir vers Bruges, Amsterdam, qui vont faire vraiment Dunkerque, Calais, Honfleur, toutes les petites destinations en France, le Mont-Saint-Michel, Bordeaux, Biarritz. C'est vraiment... moi, j'aime beaucoup la France, donc l'art de bien boire, bien manger. Pour une Mais Française.
trouve ça le fun qu'il y ait une compagnie de croisière qui va aller s'arrêter dans des plus petites destinations en France pour aller vraiment aller chercher encore plus loin. Donc, il y a tellement de destinations. Ouais. Ben, en tout cas, je ne peux que valider ton point. Évidemment, la France est un pays magnifique avec beaucoup de paysages. Et puis, on peut aussi avoir des expériences luxe en France, hein. On sait que les gens vont souvent à Paris, mais partout sur le territoire, que ce soit à la montagne, à la mer, ou même plus dans les terres, hein, il y a vraiment des beaux hébergements de luxe avec un savoir-faire à la française quand même qui est à noter et qui ne s'oublie pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est maintenant la fin de notre entrevue. Et puis, on se retrouve bientôt. Je ne vous lâche pas. J'aimerais faire d'autres entrevues avec vous. On va suivre un petit peu l'évolution du voyage de luxe. Et puis, peut-être en 2024, on verra un petit peu la tendance. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci. Good day, everyone. My name is Chris Allison. I'm the Vice President for Tourism Australia North America based in our Los Angeles office. We're really pleased to be partnering as part of the Travel Week conference in Canada this year. As you guys know, hopefully that Australia is now open. We've been reopened since February this year. And since then, we've seen a steady rebound, in particular from the Canadian market. Our forward bookings are sitting around 56% of pre-COVID levels, and our aviation capacity with our partners with Air Canada is continuing to accelerate over the coming months. We now see Air Canada operating more than daily services from Vancouver to Sydney, and we also see Air Canada operating again on the Vancouver to Brisbane route, which they reintroduced from July this year, with services ramping up to daily operations before the end of this calendar year. It's so great to see Australia open again, and all of our travel advisors now busy booking people. We've been back in market. We spent some time in Canada earlier this year, re-engaging with many of you and talking to you about all the wonderful experiences that are back in Australia, waiting for your guests to experience once again. Today's a really insignificant day for Tourism Australia. We've been spending a lot of time in the last couple of years working on our new marketing campaign that we launched brand new today across all of our core international markets. As part of that campaign, we've introduced a new brand ambassador, Ruby Roo, who is being used to tell the story of an amazing Australian venture and paint the picture of all the amazing experiences that are waiting for guests to come and experience in Australia, and invite the world to come and say g'day again. The best way that you can find out about our new campaign is on our Aussie Specialist website, aussiespecialist.com. Many of you, I hope, are already qualified Aussie specialists, but for those that are not, we have revamped the program. It relaunched last year. We have a significant number of engagements, education, webinar programs running through the program across the course of the year. Within the program now, if you're not qualified, you can now become qualified in just under 90 minutes from start to finish, so a much easier qualification. And once you do become qualified, you have access to a number of different learning pathways now, depending on your particular specialism and focus of the customer segments that you focus on. Now is a great time to get into the program. We have new modules and new courses. Of significant note, we now have a new learning pathway all focused on understanding the culture of Indigenous Australia and all the amazing tourism experiences that you can experience from an Indigenous perspective as well. We've also launched a new sustainability course. And we also have, for those that focus in the business events sector, we now have a new business events module. And we've also recently launched a new family travel education module as well. And from today, we also have a new module called the Come and Say G'day training module, where you can learn all about our new campaign, get to meet Ruby and her friend Louie as part of their adventures. So we just want to thank everyone for their partnership over the last couple of years. We know it's been a tough road, particularly in Canada with all the various restrictions, but now that things are open, we are seeing Canadians come back to Australia again, and we look forward to welcoming many Canadians as they book their vacations in the future. So thank you, and please enjoy the rest of the conference today. C'est la fin de notre conférence. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci aussi à nos invités.
J'espère que vous avez apprécié autant le contenu que nos magnifiques décors en arrière, que vous avez eu d'informations intéressantes et pertinentes pour avancer plus sereinement vers l'hiver et le printemps. C'est aussi le moment de vous révéler le nom du gagnant ou de la gagnante d'une carte cadeau Visa d'une valeur de 250 $. Qui veut gagner? Attention, ordinateur. Laissez-moi voir le nom. Il s'agit de Nathalie Chemouni de l'agence 5e saison. Félicitations Nathalie. J'espère que vous prendrez un petit cocktail sur une plage et même plus. Alors, à bientôt. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette conférence et à bientôt sur Profession Voyage pour plus de nouvelles.